Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la communauté de communes du Haut-Limousin En Marche a décidé de changer le système de collecte des ordures ménagères en installant des points d'apport volontaires. Ainsi, il n'y aura plus de porte-à-porte, mais les usagers devront eux-mêmes aller déposer leurs ordures ménagères par sac de 30 litres dans les containers installés. Après avoir délibéré, considérant que cette nouvelle mesure n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable et qu'aucune alternative n'a été envisagée, considérant que ce système ne prend pas en compte la situation des familles avec des enfants en bas âge, des personnes âgées et handicapées, considérant qu'aucune indication n'a été donnée sur le nombre de sacs que les particuliers pourront apporter, ni sur la fréquence à laquelle les containers seront vidés, considérant le fort risque de voir apparaître des dépôts sauvages et la prolifération de nuisibles aux abords des containers, considérant qu'il n'y a aucune garantie sur la baisse de la facture liée au ramassage des ordures ménagères et considérant l'impact financier important pour les commerçants, artisans et entreprises, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis défavorable au point d'apport volontaire. Bonjour, Françoise Mémery, Le Dora. Je souhaiterais que vous nous donniez votre perception de la réunion que vous avez eue ce matin avec les associations de commerçants, les commerçants et la Chambre de commerce et d'industrie. Merci de bien vouloir répondre à cette question qui est importante, je crois. Alors, sur ce matin, effectivement, aux Dora étaient invitées des associations qui sont structurées. Alors, il n'y en a pas forcément partout, mais les commerçants du territoire, commerçants et artisans du territoire, on va dire, en association ou pas, à l'initiative d'Emmanuel Ardillon, qui est élu à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y avait également de présent la CCI. Donc, pour que tout le monde ait l'information complète, on a envoyé un courrier à l'ensemble des professionnels, quelle que soit leur taille, et ceux dont on avait connaissance, le 24 février, je crois. Donc, la sortie du dispositif pour les professionnels a été annoncée dès les premières réunions qui ont dû commencer début mars ou mi-mars, je ne sais plus exactement, la première. Et on a dit clairement depuis le départ, et en parallèle de nos réunions publiques, on a essayé d'organiser une réunion comme celle qu'on va faire le 3 juin avec les partenaires techniques, donc les consulaires, et les assos ou leurs représentants ou les représentants du territoire. Voilà. Pour faire ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire définir un cahier des charges qui nous permettent, nous, d'accompagner les professionnels à se regrouper pour avoir des offres de tarifs de collecte privés à des tarifs intéressants. Et moi, j'ai trouvé que cette réunion, elle s'est passée dans le calme. Oui, ça s'est passé normalement, on va dire. Alors, avec forcément des gens qui ont compris qu'ils avaient peut-être payé un peu plus cher, donc ils sont pas ravis, je peux tout à fait comprendre. Et c'est normal, mais il y a eu aussi des échanges de chiffres, et ces échanges de chiffres ont montré que ce qu'on dit depuis le début, il y a quelques trous dans la raquette, pour ne pas dire autre chose, en termes de facturation. Et donc du coup, l'idée c'est de, encore une fois, faire ce pourquoi on est compétent, mais pas plus. Nous, on a la gestion des ordures ménagères au niveau de la communauté de communes. Les déchets pros, on parle de quelques dizaines de pros qui payent, de gros producteurs, hein, principalement les autres, ça va bien se passer. Les gros producteurs qui payent aujourd'hui, les autres aujourd'hui qui utilisent le système, et il y en a beaucoup plus qui ne l'utilisent pas, qui l'utilisent. Donc il y a bien un petit souci d'équité de traitement. Il y a les petits producteurs qui vont pouvoir passer et continuer à utiliser comme ils le font aujourd'hui le système ordures ménagères étendues. On parle de petits producteurs, et après il faut regarder au cas par cas pour les situations particulières, pour les producteurs intermédiaires, et généralement ceux qui posent souci, c'est ceux qui produisent des gros volumes de biodéchets. Voilà.
Les autres, soit c'est des très gros producteurs, et là c'est hors filière ordures ménagères. Je pense que là-dessus, ce matin, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a des entreprises ou des tailles d'entreprises pour qui c'est pas possible d'utiliser ce type de système. Et on était déjà border depuis quelques temps. Voilà, bon, ça a fonctionné historiquement comme ça sur le territoire, tant mieux. Hein, ça se passait comme ça. Après, on a aussi de temps en temps au conseil communautaire des petites montées de tension où les élus communautaires ne veulent pas augmenter, ne veulent pas voter l'augmentation du prix du point, c'est-à-dire le tarif pour vous. Et il faut en parallèle qu'on continue à financer ou avoir le même niveau de service. Donc à un moment donné, l'équation n'est pas possible à tenir. L'équation n'est pas possible à tenir. Mais moi je pense que globalement c'est une réunion qui a été utile et qui va très rapidement déboucher sur la mise en place d'un groupe de travail. Voilà. Excusez-moi, mais c'est la CCI et la Chambre de commerce qui a lancé ce petit mot ce matin. Oui, si vous voulez, mais on échange avec eux. Oui. Mais nos services échangent avec CCI, CMA depuis le début de l'année également. Voilà. Donc effectivement, on aurait pu faire cette réunion plus tôt et elle aurait été d'autant plus constructive. Effectivement, je partage tout à fait votre avis, madame. Microphone, micro. Faites passer le micro, monsieur, je sais pas. Ah, il y a un micro. Allez-y, monsieur, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui, bonsoir. En France, la loi punit le travail forcé par 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le travail forcé consiste à contraindre un citoyen à effectuer un travail qu'il refuse d'exécuter en ne le rémunérant pas, et ce, quel que soit le moyen employé pour contraindre ce citoyen. En fait, la communauté de communes s'est autorisée à transférer l'intégralité de la charge de travail dévolue à la communauté de communes sur le dos des citoyens. Nous sommes donc sous la tutelle, et je dirais même sous la férule de la communauté de communes. Nous ne pouvons pas nous opposer à une mesure de travail forcé tombant sous le coup de la loi. C'est illégal. Ainsi, si je veux me débarrasser de mes déchets, je dois faire le travail normalement dévolu à la communauté de communes. J'y suis forcément contraint, sans être payé. Cela s'appelle du travail forcé, et non volontaire. Car j'y suis forcé moralement au plus haut point, si je ne veux pas que mes déchets stagnent à mon domicile. Le travail forcé est puni par la loi et vous tentez de l'imposer unilatéralement par les PAV. La loi est en date du 5 août 2013, votée contre la traite des êtres humains. Elle intègre clairement la répression de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé, sanctionné par 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Si la victime est vulnérable, donc personne âgée, la peine s'alourdit. Sur le ressort de la communauté de communes, il y a 44,7% de personnes âgées vulnérables. C'est une source INSEE. En déclenchant les PAV, vous serez donc dans l'illégalité. Le jugement qui interviendra se référera à cette loi pour faire cesser les PAV et condamner les auteurs. Voilà, vous préparez ainsi. Alors, on n'a pas inventé à la communauté de communes ni le terme, ni le principe, ni je ne sais pas quoi d'autre. Je partage votre analyse sur le travail forcé et les risques encourus. Je ne suis pas complètement sûr que ça s'applique quand même au PAV, sachant quand même, encore une fois, qu'il y a des territoires chez qui c'est en place depuis maintenant plusieurs décennies. Donc je suppose que ces élus de ces territoires-là ne sont pas tombés sous le coup de la loi que vous évoquez, monsieur. Je ne peux que le supposer, mais j'en suis à peu près sûr. Les citoyens ne connaissaient pas cette loi. C'est du travail forcé. Alors. C'est interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit de forcer les citoyens à porter leurs ordures. Et Alors. en plus, vous leur demandez de payer pour ça. C'est illégal. Alors, sur le côté, Vous allez m'arrêter tout ça. sur le côté forcé, Taisez-vous, vous n'avez rien à dire. C'est du pouvoir. ça va être difficile d'échanger. Ça va être difficile d'échanger. Monsieur. Oui, d'accord. Et ça, vous l'avez payé combien? Alors, simplement. Non, monsieur, laissez-moi vous répondre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Oui, d'accord, très bien. Laissez-moi vous répondre sur le côté
sur le côté, je sais plus, je sais pas comment vous l'appelez, enfin bref. Laissez-moi vous répondre quand même que depuis 1998, comme on vous l'a expliqué, il y a eu de mis en place sur le territoire, des éco-points, Et dans la convention qui encadre l'accompagnement des éco-points, il est clairement fait, il est écrit noir sur blanc, l'apport volontaire. Et c'est ce que Jacques vous a dit tout à l'heure. Alors, je veux simplement vous dire que depuis 1998, les communes ont signé une convention avec le CIDED qui a été validée par le contrôle d'égalité comme toutes nos délibérations. Et sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu parler des choses que vous évoquez. Depuis 98. Et là, c'est possible. Mais c'est possible, monsieur. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu le constater pour l'instant. Voilà. Le micro est où? Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voilà, Bien prêt, et ça doit aller. Ouais, là c'est bon, vous m'entendez? Pour tout vous dire, je vis moitié région parisienne, moitié ici. Je vis dans une Comcom qui s'appelle le Val-Parisis, où on a tout ce qu'il faut pour trier nos ordures. J'ai 4 poubelles, monsieur. 4 poubelles et un bac à composteur. Et c'est un service public que vous ne respectez pas pour tout le monde. Les vieux, les anciens, les papis, les mamies qui pourront. Et là, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez même pas la décence. Je suis désolé de faire marche arrière. Parce qu'il y a quand même eu des pétitions suffisamment dans toutes les communes. Et vous n'en avez même pas tenu compte à une réunion de la Comcom. Où le président a gentiment dégagé en touche. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Autre chose, il y a un vice-président qui est ici présent, qui a fait paraître un article sur la presse en disant que les plus grands râleurs ne savaient pas trier. Et bien ce monsieur qui est là, je suis là, s'il veut venir voir comment je trie mes ordures et mon compost, et bien il vient avec moi, je l'invite gentiment en banlieue parisienne. Je vous remercie. Effectivement, vous avez certainement raison, monsieur, et je n'en doute pas, mais alors, attendez, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Je pense qu'organiser un service tel que vous le décrivez en région parisienne, ça doit être possible, et ça doit être réaliste sur le plan financier. Chez nous, je vous assure, on n'a pas tout à fait la même densité de population, on n'a pas tout à fait les mêmes coûts de collecte, et on ne peut pas, malheureusement et décemment. Ça ne vous empêche pas d'augmenter les impôts locaux de façon inconsidérée, messieurs. Ça ne vous empêche pas. 64% sur la taxe d'habitation en résidence secondaire. Oui. Je dis bravo. 100 et quelques % sur le foncier bâti. Ça ne vous gêne pas. Et en contrepartie, on va investir 10 millions d'euros dans une piscine d'hiver à Bellac. Moi, je vous dis bravo. Ou vous faites marche arrière ou vous démissionnez. Alors, non mais on veut bien faire des réunions sur les autres sujets, il n'y a pas de problème. Je pense que pour ce soir, le sujet ordures ménagères, ça suffira, je pense. Mais on veut bien venir parler des autres sujets. Il y a aucun problème. Alors, il y a un micro quelque part, peut-être. Oui, allez-y. Oui, alors moi, je reviens en vérité à l'origine du problème. Parce qu'on dit que les gens ne trient pas. Donc, il y a un cabinet d'études. On fait appel à un cabinet d'études, on ne sait toujours pas le coup, qui dit « Ah, la solution, c'est PAGE ». Bon, moi, volontaire, je n'ai pas la définition du mot obligatoire, mais bon. Mais est-ce qu'on a fait une étude de savoir pourquoi les gens ne triaient pas ou pas assez? Parce qu'en vérité, c'est ça, il faut savoir le pourquoi pour apporter la bonne réponse. Parce que là, en vérité, je pense que c'est lié à un problème d'accès aux bornes. Donc en même temps, on ne va pas régler le problème. Voilà, donc pourquoi? Il faut enlever les déchets des hôpitaux déjà. Alors, sur le coût de l'étude, je vous le fais de tête, mais c'est tout confondu, je crois que c'est autour de 100 000 euros l'étude.
C'est autour de 100 000 euros. Non, mais des études comme ça, c'est très poussé et ça coûte très cher. Ça fait beaucoup d'argent, on est bien d'accord, mais il y a des vrais enjeux. Il faut se faire accompagner par des pros. L'idée, effectivement, madame, vous avez raison de dire on est à peu près tous structurés de la même façon sur le territoire pour les échelons supra. C'est-à-dire qu'on a tous des écopoints, on a tous des déchetteries, on a tous plus ou moins des recycleries style maximum. Nous, on est plutôt mieux lotis qu'ailleurs. Et force est de constater que chez nous, malheureusement, même si avec la distribution et la loi de 2024 sur les biodéchets, on sent un frémissement, on est encore dans la fourchette haute, voire très haute. Donc, si. Pourquoi vous n'avez pas fait passer des questionnaires chez les gens pour demander comment vous traitez, quelles sont vos difficultés, pour vous rendre au bornes ou pas, faire une enquête, interroger et comprendre, essayer de comprendre le pourquoi. Là, vous avez fait ça en catégorie. Globalement. Là, vous me racontez. Non. C'est bon, ça fait 20 réunions, vous l'expliquez. Nous, on veut juste savoir pourquoi. Globalement. Vous n'avez pas commencé par le. Non, mais le choix d'organisation. Et l'entreprise, elle est basée où? Le cabinet d'études? Oui. Montauban, à côté de Montauban. D'accord, donc c'est les gens qui font une étude du territoire rural, particulièrement rural d'ici, extraordinaire. Mais c'est... 20 sur 20, parce que c'est extraordinaire le travail que vous avez fait. Non, je dirais pas ça, mais je dis simplement que le bureau d'études en question est des gens qui ont des références et qui sont très habitués à faire des études à la fois sur des territoires ruraux comme les nôtres et des territoires urbains. Et donc, et justement, l'intérêt d'avoir un cabinet d'études, c'est de prendre en compte les considérations réelles et la configuration de notre terrain. On est, je vous le rappelle, on est à 16 ou à 19 habitants au kilomètre carré, donc confondre avec la couronne parisienne, c'est pas adapté. C'est pas adapté. Et après, pourquoi on trie moins? Pourquoi on trie moins? Effectivement, pourquoi on a ces résultats-là? Parce que je pense qu'effectivement, on avait, je parlais d'habitudes historiques tout à l'heure. On avait des habitudes historiques de collecte des déchets qui étaient, comment vous dire, peut-être pas tout à fait des ordures ménagères. C'était le sujet de la réunion de ce matin. Et effectivement, ça aussi, il faut qu'on le change. Alors, ça se fait pas spontanément et sans grincement de dents, comme je vous l'ai dit. Mais c'est un ensemble de choses. Les déchets professionnels doivent être traités dans les filières adaptées. On a quand même, nous aussi, beaucoup de biodéchets qui vont à la poubelle et qui sont dans la caractérisation. Donc, il y en a aussi forcément qui viennent des foyers. Et moi, je trouve à la campagne, on habite principalement la campagne, même sur notre territoire, je trouve dommage qu'on ne soit pas meilleur sur le compostage. Voilà, il faut qu'on s'améliore. Avec la distribution du compost, avec la mise en place des composteurs collectifs, on a déjà des résultats. Les territoires qui ont des composteurs collectifs à large échelle, les caractérisations de ces secteurs-là sont déjà meilleures sur les biodéchets qu'ailleurs. Donc c'est un ensemble de choses. En fait, madame, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en œuvre. Et sur les réflexions globales, elles sont portées par le CIDED à l'échelle du département, parce qu'on a à peu près tous les mêmes problématiques, sachant que tout le département est géré par le CIDED, sauf Limoges Métropole. Donc on est des territoires ruraux avec un peu plus de densité de population quand vous approchez de Limoges, mais globalement, la deuxième et la troisième couronne, on a les mêmes typologies de territoires. Et la réflexion, on est sur un système avec des écopoints, des déchetteries, et on est tous structurés pareil. Et on l'optimise tous individuellement et collectivement moins bien qu'ailleurs. Voilà. Donc il y a certainement un manque de pédagogie. Vous avez raison. Le CIDED en fait, on va en faire aussi. On va distribuer des guides de compostage, on va distribuer des guides de tri. Peut-être que les consignes de tri doivent aussi s'assouplir un petit peu parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, on est un peu embarrassé des fois en disant ça je le mets pas, etc. C'est un ensemble de choses. Mais dans le département, on a tous les mêmes systèmes à quelque chose près et on est un petit peu à la traîne. Non, il nous manque les bacs de tri. Si on avait les bacs de tri individuels... Attendez, madame. Alors, on vous donnera un micro. Alors d'abord, question de l'apport volontaire. Je crois que nous ne sommes pas volontaires. Donc déjà, il faudrait changer le nom.
Et là, on revient à la question de monsieur qui est, c'est hors la loi. Donc, on va se retrouver loi contre loi. Et ça se plaide, monsieur, ça se plaide. Ensuite, madame là-bas, vous avez lancé quelques chiffres. Mais ces chiffres-là, on peut en parler des chiffres. Tout ça, en fait, est destiné à réduire nos coûts de moins de 12%. 12%. Alors maintenant, dites-nous combien coûte la mise en place de toutes ces bornes d'apport volontaire. 1 million d'euros. Mais quand est-ce qu'on aura couvert, hein, c'est moins de 12%. Hein, combien? Est-ce que vous voulez bien nous donner les vrais chiffres? Les 12%, madame, c'est pas en euros, c'est en tonnage. Les 12% que vous avez vu au tableau tout à l'heure, c'est une moyenne en tonnage. Oui, ce sont des objectifs. Mais le but avec le point d'apport, c'est pas. Alors, encore une fois, on n'a pas été original. Hein, on a repris ce qui se pratique partout ailleurs. On n'a pas innové. On n'a pas innové. Mais s'il faut. Mais pas partout, monsieur. Il y a beaucoup d'endroits où ça a été abandonné, comme ça a déjà été dit. Oui, il y a aussi des endroits où ça marche. Mais il y a aussi des endroits où ça marche. Je suis pas vous assure que si on commence à poser la question, c'est pas vous qui aurez raison. Je suis pas sûr. Ah non, mais ça après, de toute façon. Ensuite, j'ai encore une question. Maintenant, on sait que la plupart des gens ici, enfin les gens qui sont ici en tout cas, et beaucoup d'autres qui ne sont pas venus ce soir, ne sont pas d'accord avec ceci. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, en aparté, les sacs poubelles vont se retrouver dans la nature. Et combien ça va coûter? Le ramassage de ces poubelles. C'est eux qui viendront les ramasser. Combien ça va coûter? Qui va payer? Vous voyez, ça fait beaucoup de coûts qui ne sont pas entendus, cela. Si, madame, ça a été pris en compte. Vous l'avez compté, ça? Ça a été pris en compte dans l'étude, ça a été les territoires qui l'ont mis en place. Effectivement, vous avez raison, et on n'a jamais dit le contraire, qu'il y a des coûts d'accompagnement et de suivi de la mise en œuvre de cette politique. Voilà. Et je suis contente que vous parliez d'accompagnement. Ça, on l'a parce dit que depuis pour le début. revenir à ce que disait la dame tout à l'heure, il fallait commencer par là. Il fallait parler avec les gens. Il fallait faire un référendum de ça. Il n'y a pas eu d'enquête. Et ensuite, il fallait accompagner les gens qui ne savent pas trier. Accompagner et pas imposer comme vous le faites. Alors, le tri, c'est pas nous qui l'imposons. Le tri est imposé par la loi, et ce depuis longtemps. Je vous le répète, ça va être loi contre loi. Ah non, mais ça, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, demain, on nous dit, on revient à la décharge au milieu d'un champ, comme on l'a connu il y a 40 ans. On reviendra dans la décharge comme on l'a connu il y a 40 ans. Ça, on reviendra si c'est là. C'est malheureux quand même de se retrouver dans une situation. Il semblerait qu'on ne soit pas parti dans cette direction quand même. Et tant mieux. Mais si, bien sûr. Et tant mieux. Et donc, c'est ce qui va se passer. Alors, les retours d'expérience qu'on a sur les territoires, les 2 territoires que j'ai cités, vous avez raison, au départ, et on l'a dit aussi à chaque réunion depuis le début, au départ, il y a une période d'appropriation de ce nouveau dispositif. Vous avez des gens qui n'ont pas trop compris comment ça marche, vous avez des gens qui n'ont pas trop compris comment ça, sont irrités par ce nouveau dispositif, c'est normal. Voilà, aujourd'hui, on gère des incivilités au niveau des éco-points, les communes, voilà, pour le compte du CIDEN, et gratuitement. On fait déjà ça. On le disait ce matin aussi, les agents du département ramassent les choses qui traînent sur le bord des routes départementales. Les agents de la DIRCO ramassent ce qui traîne sur le vote des routes nationales, etc. On gère déjà beaucoup d'incivilités. Et comment vous dire, et le coût, effectivement, le coût n'est pas forcément répercuté aux instances qui ont la compétence de la gestion du traitement. Ça, c'est vrai. Et c'est déjà le cas. Et ce qui se passe ailleurs, c'est qu'au bout d'une période de rodage, c'est pour ça que la période de rodage sur laquelle Nathalie a insisté est très importante, le temps que les gens s'approprient ce nouveau mode de collecte,
Il faut 5 à 6 mois pour que les choses rentrent dans la normale, avec un taux d'incivilité qui est comparable à celui qu'on connaît aujourd'hui à côté et autour des éco-points. Voilà. Et pas plus. Et pas plus. Non, là, moi, je vous dis simplement, je vous fais part des retours d'expérience de territoire, voilà, où ça s'est mis en place et où ça fonctionne. Mais évidemment, aujourd'hui, les incivilités, qu'elles soient traitées par n'importe qui, ont un coût qui est payé par la collectivité en général. Ça, on est bien d'accord, madame, c'est dans l'absolu, si on voulait être rigoriste, c'est pas normal. Les communes nettoient les écopoints pour le compte du CIDET sans rémunération. Si on voulait être rigoriste, c'est pas normal. Voilà, mais on le fait parce que c'est la réactivité, c'est la proximité. Il y a aussi une question de salubrité publique, et on le fera de la même façon en partenariat avec les communes sur les points d'apport volontaire. On le fera de la même façon. Voilà. Sur la base du volontariat pour les communes. Voilà. Le micro est quelque part. Allez-y, mademoiselle, le micro là. Voilà. Bonjour à tout le monde. Moi, donc, je suis l'attachée parlementaire de la députée Manon Meunier, qui est la députée de la circonscription. Elle présente ses excuses de ne pas être présente ce soir. Elle est à l'Assemblée et elle ne pouvait pas du coup être ici. Mais là, je vais un peu me faire sa porte-parole. Nous, donc, avec Madame la députée, on est très alarmés de la mise en place de ces plans d'apport volontaire, très inquiets en fait des conséquences que ça a. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites ici, je ne vais pas tout répéter, mais c'est vrai que dans les zones rurales, la mise en place de plans d'apport volontaire, ça veut dire des fois des distances énormes à parcourir, et ça a été dit pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, comment faire, et même pour des personnes qui n'ont pas ces problèmes-là, c'est une charge supplémentaire au quotidien, une difficulté supplémentaire au quotidien qui s'ajoute quand on en a déjà suffisamment. Et avec à côté une question de coût aussi financier, là on a des coûts supplémentaires que ça crée, donc on a un service qui se dégrade, des coûts qui augmentent, donc on comprend la colère qui s'exprime aussi ici ce soir. Et on voit aussi qu'on a finalement un système qui n'est pas adapté aussi aux caractéristiques du territoire. On a pu échanger, donc Madame la députée a pu échanger avec le collectif contre les PAV samedi, qui a pu exposer un peu toutes ces problématiques-là. Et on voit aussi que pour les commerçants, pour les artisans, ça pose des difficultés. On l'a pu entendre ce matin en réunion. Quand on entend des commerçants nous dire que si ça représenterait donc un coût supplémentaire, ça serait x3 de leur coût, et ça voudrait dire faire appel à un prestataire privé. On entend des commerçants qui nous disent que ça pourrait les conduire à arrêter presque même leur activité, à licencier des salariés. Je pense qu'on a suffisamment de commerces aussi qui ferment dans nos territoires ruraux pour ne pas ajouter cette difficulté-là. Et donc là, c'est aussi donc un souci supplémentaire. Alors qu'on a des commerces qui mettent de la vie ici, et que c'est important, surtout dans un contexte où on a de plus en plus de désertification dans nos campagnes. Il y a aussi toute la question de la salubrité. Et là, sur ça, on a des rapports qui montrent que dans les autres communautés de communes où ça peut être mis en place, les PAV favorisent les incivilités, les dépôts sauvages. Et donc là, c'est une vraie inquiétude aussi à ce sujet. C'est pas pour rien, comme ça a été évoqué, qu'il y a beaucoup de communautés de communes qui sont revenues sur la mise en place de ces PAV. Là, nous, en tout cas, voilà, on voit aussi qu'il y a une très large opposition et qu'on pense que cette opposition, elle doit être entendue. Et là-dessus, et entendue, et nous, ce qui nous paraît la meilleure solution sur les déchets, c'est le porte-à-porte qui est d'ailleurs le mieux au niveau de la salubrité. Et on voulait aussi ajouter que Madame la députée travaille sur une proposition de loi sur la question, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a des difficultés similaires dans plein de communautés de communes. C'est pas seulement ici que ça se passe. Donc on pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau national, au niveau des moyens aussi pour les collectivités territoriales. Là-dessus, on commence à faire un travail. L'objectif, c'est de le faire avec des concertations. Il va y avoir des réunions publiques qui vont être organisées sur le sujet pour voir comment est-ce qu'on peut garantir partout, sur tout le territoire national, d'avoir à la fois une bonne qualité de service et des coûts, des tarifs qui soient accessibles pour les habitants, que ce soit pour les usagers, pour les particuliers, que ce soit pour les professionnels, en soulignant aussi de continuer aussi à pouvoir avoir ce service public, parce que là, ce qu'on voit aussi, par exemple, pour les commerçants, c'est que finalement, s'il y a un service public qu'on a en moins, qui amène à avoir recours au privé, qui en fait coûte beaucoup plus cher. Et donc, il y a un énorme enjeu pour nous aussi de défense en fait, du service public dans nos zones rurales sur ce sujet. Voilà, à ce sujet-là, on a envie d'avoir des témoignages, on aurait besoin d'avoir des témoignages aussi pour construire cette proposition de loi. N'hésitez pas donc à contacter Madame la députée pour transmettre ces témoignages-là. Si vous avez besoin des coordonnées, n'hésitez pas à
aller me voir, mais sinon, normalement, ils sont accessibles facilement. Et voilà, je ne vais pas être plus longue parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui aimeraient intervenir, notamment le réseau collectif contre les PAV. Merci en tout cas pour votre attention à tous. Alors, le micro est où, madame? Je sais pas si on m'entend. Oui. Moi, c'est plus simple. Déjà, de base, j'ai été surprise quand je suis venue ici, dans cette étude que je trouve super, qu'il n'y ait pas de bac jaune. Et je pense que c'est individuel. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de tri. Pour ma part, je suis à mobilité réduite, handicapée, piéton, incontinente. Je ne pourrais pas me déplacer, porter les poubelles, et je suis seule. Alors, j'ai le droit à 20 dépôts, je cumule mes couches, mais 30 litres, ça me fait quoi? Ça me fait 5 jours. J'en fais quoi? Et il faut que je vous appelle pour aller expliquer que peut-être j'aurai l'autorisation. Et si jamais je m'enrhume, je vais en utiliser 4-5 fois des couches, et je sors traîner mes sacs de pisse en pleine rue. Non mais vous plaisantez ou quoi? C'est non. Alors, sur les situations particulières, on va balayer tout le spectre, les enfants en bas âge, les gens qui ont des situations pathologiques et les personnes âgées. Voilà, donc on a dit d'ores et déjà que vous auriez une facturation au forfait et que vous n'auriez pas de facturation supplémentaire. Voilà. Alors, attendez, madame, je fais déjà la précision. Sur les gens qui produisent des quantités de déchets qui sont bien au-delà de la moyenne, et on comprend tout à fait. Donc le but c'est pas de vous sanctionner, c'est de prendre en compte votre situation et de dire voilà, il y a une situation particulière, on ne fait pas de surfacturation, on n'applique pas l'incitation. Le deuxième point, c'est des questions de mobilité. Et là, ça peut quelqu'un qui se casse une jambe pendant un mois, ça peut être une question de plus ou moins permanente, ça peut être les fins de vie qui sont effectivement, on souhaite que les gens restent chez eux, donc il y a forcément une période où on deviendra tous moins mobiles ou pas mobiles du tout. Donc là, la situation, l'idée c'est de dire, en partenariat avec les communes, en partenariat avec les structures qui accompagnent ces publics-là, c'est d'avoir un listing de personnes chez qui on a besoin d'intervenir et d'accompagner de façon spécifique. Pour qu'on vous propose une solution qui correspond à vos besoins. Aujourd'hui, si vous êtes embêté pour aller ou demain au point d'apport volontaire, vous serez de la même façon embêté pour aller à l'éco-point. Donc l'idée aussi, c'est de permettre à ces gens-là de faciliter, de leur permettre de trier demain, alors qu'aujourd'hui, on comprend tout à fait votre situation, madame, il n'y a pas de souci. Et on emmènera vos déchets quand c'est nécessaire, ménagers et particuliers, mais on emmènera aussi le tri à l'éco-point, puisque c'est un endroit. Alors, je continue. Si j'ai bien compris, il faut que je demande à madame la maire de venir chercher mes déchets. Attendez, monsieur, non, je voulais juste donner des précisions sur ce sujet. Vous avez bien posé. Si vous le permettez. Deuxième chose, pourquoi moi je dois mettre tous les vieux déchets dans mon composteur, alors que les composteurs donnent à disposition des gens des immeubles en municipalité, il n'y a pas de possibilité de mettre des os, ni de la viande, ni du poisson. En quel honneur moi je dois faire ça, tandis que les autres ne le font pas? Si, monsieur. Les experts ne le font pas. Alors, ce qui est mis à disposition dans la rue par la municipalité, c'est pas possible. Alors, les composteurs collectifs, ou individuels d'ailleurs, qui sont suivis, organisés, vous pouvez mettre des restes de viande, vous pouvez mettre des produits fermés. Non, il y a des étiquettes. Vous savez, je vous amène, on va voir. Il y a des étiquettes comme quoi les os, la viande et le poisson sont interdits. Sont déconseillés. Voilà, vous pouvez les mettre, et ça fonctionne à condition qu'il y ait un vrai suivi du compostage. Voilà. C'est pas impossible. Alors, madame, sur les gens qui ont des problèmes de déplacement, effectivement, il faut, en partenariat avec les communes, les associations, nos assistants sociaux. J'ai une remarque là pour le compostage. Monsieur, je voudrais finir de répondre à madame, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas, mais on répondra à votre question. Et donc, les bacs, le double bac, voilà.
Le double bac, encore une fois, c'est une question de typologie de territoire. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais dire que sur un territoire comme le nôtre, on va pouvoir maintenir à la fois du porte-à-porte pour les sacs noirs, et en plus une deuxième collecte pour les bacs jaunes, on va dire pour... Non, dans le temps, et sur le plan financier, Non, madame. Malheureusement, avec le système tel qu'il est organisé dans le département, et Jacques l'a expliqué ce matin, on l'explique à chaque fois, il y a un double, on double le coût de collecte, on double le coût de collecte avec ce système-là, et en plus on est pénalisé 2 fois, on paye 2 fois, parce qu'avec le coût péricoué pour les recyclables, on paiera 2 fois. Donc, financièrement, ça tient pas. Monsieur, il attend. Oui, attendez, madame. Chacun son tour. 60 € par an. Je vous parle de mes parents, je les connais, ils sont à Azram, donc c'est quand même le même genre. C'est voilà, c'est la Gitterelle. C'est le même genre de population, c'est le même genre de territoire. Excusez-moi, je finis, moi aussi. Ils ont un bac jaune et un bac noir. Il y a une ramasse tous les 10 jours du jaune et tous les 10 jours du noir. Et ma mère paye 60 € par an. Et vous êtes à la redevance ou vous êtes à la taxe? À la quille. Vous êtes à la taxe. Donc ça veut dire que c'est vos 60 €, ils dépendent de la valeur locative de votre domicile et pas du service que vous avez derrière. Et alors ça veut dire que dans un territoire en moyenne, il y a des maisons avec des valeurs locatives faibles ou normales qui ne payent pas beaucoup, et il y en a d'autres qui payent beaucoup plus. Nous, on a fait le choix de la redevance. On a fait. Non. Non, on a fait un choix collectif de dire le plus juste en termes de production de déchets, c'est la redevance, individuellement du point d'apport volontaire ou individuellement de tous les autres systèmes. C'est un débat plus global, et il nous semblait que la redevance était un système qui était plus proche de la production d'ordures que la valeur locative d'un logement. Il peut avoir une petite maison, une petite surface avec beaucoup d'habitants dedans, ou une grande surface avec une personne seule. C'est complètement décorrélé de la production de déchets. Monsieur qui a attendu patiemment. Allez-y, monsieur. Moi, j'ai une question plutôt personnelle. Dans votre foyer, qui porte les poubelles? Alors, c'est moi qui vais aux écopoints. C'est ça la question. C'est moi qui vais aux écopoints. Alors, avec votre voiture personnelle ou alors avec la voiture de société? Avec une voiture qui risque rien, vous avez raison. Et j'habite à la campagne, donc pour nous le compostage. Et vous mettez votre viande dans le compostage? La viande, le poisson et les... Alors, non, moi j'ai des solutions pour la viande, et à la campagne on peut trouver des solutions pour la viande et pour le poisson. Parce que... Donc ce que j'emmène à l'écopoint, ce ne sont que des emballages. Et alors, j'habite au même endroit depuis 1996. Donc je suis une ferme un petit peu isolée du village à 700-800 mètres, et le camion poubelle n'est jamais monté dans la ferme. Je descendais mon bac quand j'en avais besoin, et actuellement, alors la famille diminue parce que les oiseaux s'envolent, mais on descend le bac, 4 fois par an. Voilà. Mais je reconnais volontiers qu'à la campagne, c'est plus facile qu'à certains autres endroits. Ça demande moins d'accompagnement, vous avez raison. Et que du coup, pour descendre des emballages, des verres ou du papier, il n'y a pas besoin d'un véhicule extraordinairement protégé. Voilà. Un véhicule classique qu'on utilise, un véhicule familial, ça peut tout à fait fonctionner. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des gens font. Ceux qui vont à l'écopoint, ils font comme ça, je vous assure. Alors, attendez. Vous avez fini, monsieur, ou pas? Oui, moi j'avais une remarque sur le compostage. Dans votre site internet, là, sur de l'intercommunalité, oui. Il y a toute une explication, il y a la fiche pour le compostage, oui. Ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Oui. La viande, le poisson, les os, etc. ne sont pas dans le compostage. On est prudent par rapport à ça. Ça dépend. Donc vous ne suivez pas vos prescriptions. Non. Vous revoyez votre fiche, non, vous changez votre discours. Non, monsieur, mais on peut adapter. Non, il n'y a pas de...
on peut adapter la fiche si vous voulez. La pratique. Alors c'est pas nous qui Et les crustacés aussi. c'est pas nous qui avons inventé les règles des compostages non plus. Il faut le compostage. Comment vous dire, un composteur qui est bien suivi peut à peu près digérer la plupart des déchets qu'on produit. Abstraction faite, allez, de Noël quand on produit des grosses quantités de coquilles d'huîtres, mais il y a Silette qui fait un ramassage spécial. Abstraction faite des périodes particulières, le reste du temps ça passe. Monsieur. Et la suppression d'emplois qui va se dessiner dans tout ce que vous prévoyez. Au mieux d'avoir 3 personnes, il n'y aura qu'une qui va venir prendre le conteneur et le vider. Alors il n'y a pas. Alors à l'échelle du territoire, on a 2 systèmes, 2 organisations différentes. On a 5 agents qui font la partie en régie, donc c'est votre partie ici, l'ex-SMICTOM, on va dire. Donc ces 5 agents vont rester. Ils sont agents de la Comcom protégés par leur statut, donc ils vont rester à la Comcom, ça ne change pas. Ils vont être, leur mission va changer, ce ne seront plus des chauffeurs reapers, ils vont devenir des agents de la brigade d'accompagnement ou de la brigade verte, comme vous voulez. Ils vont avoir des missions nouvelles, y compris le suivi des composteurs collectifs, le suivi des points d'apport volontaires, la gestion en partenariat avec les équipes communales des incivilités et des éco-points, et éventuellement l'accompagnement des publics particuliers, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc il n'y a pas de... Sur la partie Comcom... C'est de la fumée, ça. Parce que quand ils vont partir en retraite, ces gens-là ne seront pas remplacés. Non, on en aura besoin. On n'arrête pas dans notre société. On en aura besoin, monsieur. On n'arrête pas dans notre société de supprimer des emplois depuis des années maintenant. On va arriver jusqu'où? Non, alors nous, si vous voulez, je suis un peu embarrassé pour répondre à votre question. Je vais vous dire pourquoi. On se fait autant engueuler parce qu'on est... Attendez, je termine. On se fait autant engueuler parce qu'on est supposé supprimer des emplois qu'on ne supprime pas d'ailleurs au passage. Et de l'autre côté, et notamment des élus, nous font le reproche que notre tableau des effectifs, c'est-à-dire l'ensemble des agents de la Comcom, ne fait qu'augmenter. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu embarrassé pour répondre à votre question. Sur la partie OM, je vous comprends. Sur la partie OM, tout à l'heure, pourquoi vous acceptez de ça? Sur la partie. Quand vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, personne n'a dit tout à l'heure, pourquoi vous acceptez de le faire? Alors, on a... C'est pour l'argent, c'est pourquoi? Pourquoi vous acceptez? Alors que nous, on paye toujours plus. Oui, je sais. Alors c'est pour l'argent, On va dire que c'est pour vous faire faire le plus d'économies possible. Ça marche à tous les coups. Si, parce que l'essence, nous, on la paye pas. Alors attendez, messieurs. Et je précise, parce qu'on peut faire un peu de second degré quand même. Je précise que notre seul moyen à nous de juguler les hausses, parce que je vous rappelle, moi j'entends les législateurs qui vont s'emparer. Nous, tous les ans, il y a une loi supplémentaire qui tombe avec des augmentations supplémentaires. Donc si on commençait déjà par arrêter d'empiler les augmentations et de faire de la surinterprétation française, rien que pour nous et donc pour vous, ça irait mieux. Rien que ça irait mieux. Mais je vous assure que pour l'instant, c'est pas ce qu'on constate. Malheureusement. Sur la partie, pour être complet, sur la partie qui est en prestation aujourd'hui, sur la partie au Limousin, qui est en prestation pour une entreprise privée, de porte-à-porte. Demain, c'est la même entreprise qui va faire le collecte des points d'apport volontaires. Avec aujourd'hui, il y a 5 agents, et demain, il y en aura 2, mais on dit 2 en permanence, donc ça veut dire que ça fait voilà. Et après, comment vous dire, c'est un secret pour personne qu'il y a quand même des tensions sur le marché du travail en ce moment, et c'est très bien d'ailleurs. Moi, il y a plus de demandes que d'offres, et c'est très bien comme ça. Donc non, aujourd'hui, et heureusement, il n'y a pas de casse sociale, si c'est pour aller dans le sens de votre terme. Il n'y aura pas de casse sociale. Oui, je vous dis, pour le moment. Non, mais alors non, mais attendez, je comprends ce que vous dites, mais imaginez que demain, dans notre brigade d'accompagnement, on s'aperçoive que on a finalement besoin que de 4 personnes. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Est-ce que vous nous conseillez d'en garder 5 et de répercuter ça sur l'autre facture, ou est-ce que vous nous conseillez d'en garder 4? Oui, parce que c'est à un moment donné, comme de toute façon on nous augmente tout le temps, autant qu'il y ait du travail pour tout le monde. Alors,
Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, c'est moins difficile qu'à une certaine époque. Et tant mieux pour l'emploi. Alors, la suite... Ici. Ah, allez-y, monsieur. Alors, moi, j'aimerais apporter quand même quelques précisions. Il y a des choses qui me gênent un petit peu. Oui, le micro. C'est concernant le gisement de 212 kg par habitant. Vous savez bien pertinemment, d'ailleurs, vous l'avez confirmé, qu'il y avait la collecte des professionnels qui étaient dedans. Aujourd'hui, on a parlé de gisement professionnel ce matin, on était de l'ordre de 25%. Donc, notre difficulté, ce sont des estimations, on n'a pas de pesée précise dédiée. Pour les professionnels, c'est la difficulté. On n'est jamais caché. Donc, nous n'avons pas l'estimation, nous ne savons pas combien représentent les commerçants, les artisans. Vous avez dit tout à l'heure aussi, en parlant des commerçants et artisans, il y a beaucoup de métiers de bouche. Et donc, dans ces déchets, nous avons énormément de biodéchets. Mais ça, on est incapable de les mesurer non plus. Et comme on voit dans la répartition de nos déchets, on a énormément de biodéchets qui se trouvent dans notre gisement, selon l'étude de caractérisation qui a été faite, sur l'ensemble des déchets, indifféremment des professionnels et des particuliers. Nous sommes d'accord. Ça, c'est déjà un truc que je trouve extract. Et après, j'ai une deuxième précision à apporter, quand on parle de points d'apport volontaires. Vous mettez en avant le CIDED a mis en place des points d'apport volontaires pour le carton, pour le papier, pour le verre. C'est bien. Ce sont des points d'apport volontaires. Les gens avaient le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Aujourd'hui, comment vous faites pour vérifier ou obliger les gens à y aller? Il est fortement conseillé d'y aller, et si les gens mettaient le carton dans la poubelle, personne ne mettait une amende ou ne bloquait les particuliers. Et là, je rejoins le raisonnement de monsieur, vous oubliez que c'est devenu maintenant obligatoire, et là, vous êtes quand même limite. C'était une simple petite réflexion du jour. Oui, mais je pense que, si vous voulez, le tri, il y a un côté obligatoire. Alors, vous avez raison qu'aujourd'hui, entre guillemets, le tri, il y a un côté, il y a un côté légal, oui, il y a un côté légal dans le tri, effectivement, mais c'est pas lui qui l'a inventé non plus. Il y a un côté légal dans le tri, donc normalement, effectivement, il y avait la solution de secours qui était de dire on ferme bien le sac noir et les rippers ne voient pas ce qui se passe. L'incidence, c'est effectivement le résultat de cette caractérisation et les factures et le tonnage qu'on produit sur le département. L'incidence, c'est ça. Mais non, et on ne devrait plus, d'ailleurs les agents qui constatent, qui lèvent des couvercles de poubelles, de bacs, qui remarquent qu'il y a trop de choses qui ne doivent pas s'y trouver, les bacs, il y a des refus de collecte. Il y a des refus de collecte, et ce qui est normal, parce qu'on est tous pénalisés collectivement sur le tarif. On est tous pénalisés collectivement sur le tarif, et c'est normal. Donc demain, avec ce système-là, et pour répondre quand même à l'histoire du trajet supplémentaire ou du coût supplémentaire, on vous demande, on a essayé d'imaginer en partenariat avec les communes de choisir des emplacements qui étaient adaptés au mode de vie, on va dire. C'est des choses qui peuvent évoluer. On l'a dit aussi depuis le début, si on s'aperçoit que certains points d'apport volontaire ne marchent pas en termes de collecte, ils peuvent être déplacés vers des endroits où c'est un petit peu en tension. Mais on ne vous demande pas de faire un voyage spécial, on vous demande en même temps de vous emmener votre papier, votre carton, votre verre, d'emmener ce qui restera dans votre sac noir, c'est-à-dire en fin de compte pas grand-chose. Voilà. Et là, le volume qu'on produit, un ménage, un foyer, on produit plus de déchets recyclables en volume que de déchets ultimes. Voilà, si on optimise toutes nos filières de tri à disposition, y compris les éco-points, les déchets de tri, le maximum, tout ce que vous voulez, à terme, ce qui doit arriver dans le sac noir, et ça, c'est pas nous, hein, c'est l'application de texte, encore une fois, et il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose. Et d'ailleurs, les gens, on voit aussi en réunion des gens qui viennent nous dire on est un petit peu inquiet parce qu'on n'avait pas trop compris comment ça marchait. Par contre, moi j'y vais déjà beaucoup moins souvent que ça. Je sors déjà beaucoup moins souvent que ça que mon bas. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, tous ensemble. Non, mais vous ne prenez absolument pas compte de la population. Bonjour. J'ai plusieurs sujets à aborder aujourd'hui, différents de la dernière fois. Le premier, je suis en train de lire un bouquin sur l'agroécologie. C'est très intéressant. Et notamment dedans, on apprend que les composteurs individuels, ça fonctionne, c'est pas terrible en fait. Ça demande énormément de boulot pour les particuliers qui ne respectent pas toujours les procédures et ils apportent une solution, c'est confier en fait la gestion du compostage
à des professionnels qui sont des agriculteurs ou des permaculteurs. Et donc, ça éviterait de maintenir des emplois, donc des coûts en fait pour la communauté de communes sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et ça ne vous concerne pas, ça va concerner notre assistante parlementaire qui est derrière. À partir du moment où on part sur une stratégie de l'incitation, à partir du moment où on fait du recyclage, à partir du moment où on a besoin d'un appareil industriel pour gérer tout ça, c'est pas à des communautés de communes qui font 20 000 habitants de gérer tout ça. C'est la nation, c'est l'État, c'est vous. D'accord? Donc on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est votre boulot de député de mettre en place tout un réseau d'usines de recyclage, d'incinérateurs, et c'est pas au département et aux communautés de communes de se débrouiller, parce que c'est pas rentable, ça entraîne des surcoûts, comme les bureaux d'études qu'ils ont dû payer. Hein ah oui, mais forcément, si vous payez un bureau d'études par communauté de communes, vous multipliez les coûts. Hein au lieu d'avoir des ingénieurs qui fassent tout ça pour l'État, pour avoir un service public global, uniforme, qui fait que quand je jette mes ordures ici, en Ile-de-France ou en Haute-Savoie, j'utilise le même badge pour payer ma facture sur l'ordure ménagère. Ça, c'est une stratégie nationale, voire internationale, puisque l'Union européenne nous impose certaines choses également. Donc, chacun sa faute, hein, ils ne sont pas responsables de tout. Bah non. Vous avez bien vu dans leur présentation qu'ils sont obligés de respecter certaines lois. D'accord? Les lois, ce sont les députés qui les font. Les députés qui les défont. Et donc c'est à eux de gérer cette partie-là. Qu'est-ce qui vous empêche de remettre en cause cette loi? Tous les ans, il y a des travaux parlementaires pour défaire les lois qui ne vont pas. Bien, allez-y, allez-y. D'accord? Et mettez en place une stratégie nationale pour la gestion des déchets. Et pas des trucs où ils font chacun leurs choses dans leur coin avec des surcoûts pour tout le monde. Donc, maintenant, on va revenir sur ce qui se passe ici. On va revenir sur votre hypothèse de facturation à partir de l'an prochain. Il y avait un tableau, et moi, c'est une chose dans un concept incitatif, c'est pourquoi est-ce qu'on maintient un point d'indice. Vous nous avez dit, le CIDED envoie une facture de manière per équé. D'accord? Donc on a 45 €, c'est ce que vous avez dit, par habitant. Bah, le prix du foyer, c'est 45 € fois le nombre de personnes dans le foyer, plus après, on facture chaque sac. D'accord? Vous avez évalué ça la dernière fois, 5,27 € par sac. Bah voilà, bah, c'est le prix du sac. Et moi, qui, comme vous, dépose 4 sacs par an, bah, ça veut dire que je paierai 20 € supplémentaires pour diminuer le nombre de sacs. Ça incite tout le monde à faire des efforts supplémentaires, et pas seulement ceux qui dépassent 20 sacs. Point supplémentaire. L'an dernier, M. Delassane nous a dit que le porte-à-porte serait maintenu pour les professionnels. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Eh bien ça, c'est la preuve en fait que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'avez pas de projet. Vous avez donné un marché à une entreprise alors que votre projet n'était pas déjà défini. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Donc, chacun ses erreurs. Il faut essayer d'avancer. Et moi, j'aimerais bien que, en fait, ça se passe au mieux pour tout le monde. Les économies qu'on peut évaluer pour, au passage, une semaine sur deux. Là, aujourd'hui, dans votre présentation, vous nous avez dit plusieurs passages par semaine. Enfin, la dernière fois, vous avez dit on passerait à une semaine sur deux. Il n'y a pas de cohérence. Ben si, c'est ce que vous avez dit la semaine. La dernière fois, vous avez dit au début, on maintient un passage par semaine au point de collecte, et avec pour objectif, et c'est dans votre document de 2023 qui a été pondu par l'étude, au passage, une semaine sur deux. On va vous expliquer les différents scénarios. Voilà, donc votre scénario n'est pas figé. Si. Non mais, ici, continue, on essaiera de pas oublier de... Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser le temps de répondre. Sur les scénarios qui ont été étudiés dans l'étude. Effectivement, le passage à un point d'apport, au porte-à-porte, le maintien du porte-à-porte avec un passage tous les 15 jours a été étudié, ça faisait faire un peu d'économie, beaucoup moins que la situation actuelle. C'est pour c'est quoi? C'est combien? Des chiffres, monsieur. Ah oui. Alors, l'économie pour le passage au point d'apport volontaire, c'est entre 900 000 et 1 million d'euros. Et l'économie pour le maintien de ce système-là, on parle que des sacs noirs, hein. C'est entre 250 et 300 000 euros. Et ça, c'est un chiffrage qui a déjà 3 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà le diminuer.
C'est un siphage qui a déjà 3 ans. Et effectivement, ça n'empêche, ça ne règle pas le problème de notre production ou de notre manque de tri. Ça ne règle pas le problème de notre manque de tri. Voilà. Donc le choix, c'était ça. Dans le scénario de départ, il y avait de toute façon, et on est border, ce qu'on fait actuellement pour les gros producteurs, comme ça on noie un peu le poisson et on traite tout le monde. Ce qu'on fait aujourd'hui pour les gros producteurs, déjà on ne le fait pas pour tout le monde de la même façon. Appeler les déchets ménagers quelqu'un qui produit 1200 litres de déchets par semaine, vous pensez bien que c'est pas quelque chose qui est entendable et on n'est pas raccord avec les différents textes, les professionnels, c'est ce que nous ont dit les CMA et c'est ce que nous disent les CCI aussi depuis le départ. Il y a des filières et en fonction des producteurs doivent assumer, les gros producteurs, on parle de gros producteurs, doivent assumer. Tous ceux qu'on pourra rattacher, l'agent d'assurance qui a une petite poubelle et qui va mettre pas grand chose dans sa poubelle de bureau, celui-ci pourra bénéficier du système. On s'est aperçu aussi quand même, et ce matin certains s'en sont aperçus que aujourd'hui les nombres de bacs c'est sur déclaration. Et on a eu même cas pour les communes. Les communes nous disaient moi j'ai pas de bacs. Et puis un jour on est venu les compter, les bacs. Et on a fait la facture en fonction des bacs réellement présents sur les communes. Du coup ils ont recompté leur nombre de bacs, ils nous ont fait enlever les 2 tiers, voilà, grosso modo. Et donc voilà, on est dans ce système-là aussi où on vivait sur un autre modèle économique, avec un autre contexte économique, où on faisait pas trop attention, on va dire, on appelait ordures ménagères à peu près tout. Et aujourd'hui, légalement, on ne peut pas, et financièrement, on ne peut plus se le permettre non plus. Et je comprends que les gens râlent, ou que vos élus râlent quand on leur demande de voter l'augmentation du point. Mais voilà, on n'a qu'une seule recette, et on doit s'équilibrer. Sur l'incitatif, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin, on veut la peser à la production réelle. Voilà. Vous oubliez une donnée quand même, c'est qu'il n'y a pas que les 45 € ou que la farcicidelle, il y a le financement des déchetteries, il y a d'autres frais qu'il faut qu'on assume avec cette redevance-là. Si on voulait être, et moi ça m'intéresse en plus, à titre personnel comme vous, si on voulait être juste, il faudrait avoir une facturation où on paye les services de base, on va dire, déchetterie, SIDED, etc. Et une deuxième facturation, la production réelle, soit à l'ouverture, soit au poids, peu importe, le système revient à peu près au même, mais ça oblige à faire 2 systèmes de facturation, à gérer 2 fichiers, et en termes de gestion, il y a des gens qui vont être, il y a des gens qui seront contents et d'autres qui seront moins contents aussi. Donc vous voulez déjà si on arrive, les grilles qui sont en présentation, elles sont fourchettes hautes par rapport à ce qu'on a pu constater ailleurs, et ça veut dire que si collectivement, après la période de test, on s'aperçoit, par exemple pour la personne seule, c'est pas 20, c'est 12, on répercutera tout ce qu'on peut. Ça veut dire que si on s'aperçoit que c'est 12, le tonnage collecté va baisser, donc on répercutera sur notre partie à nous. Attention, c'est pas sur la totalité de la facture, vous avez bien compris. Voilà. Mais il faudrait, si on voulait être rigoriste comme vous le dites, et moi je comprends ce que vous dites, il faudrait un double système de facturation. Mais après sur l'organisation générale ou l'organisation étatique, on va dire, c'est un choix qui doit se trancher au niveau national. Nous, on peut, comment vous dire, on applique les textes qu'on voit arriver les uns après les autres. Je voudrais juste rebondir là. Vous voyez déjà surfacturer en fait les sacs qui dépassent le quota. Ça veut dire que d'un point de vue logiciel, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez déjà toutes les données. Donc facturer dès le premier sac, ou facturer au-delà du 20e sac, c'est quoi? C'est 2000 €? Non, monsieur. C'est juste une fonction à faire sur une base de données. Non, après si vous voulez aujourd'hui, vous et moi, on parlait tout à l'heure de solidarité territoriale. Vous et moi, on va y aller 4 fois par an. Allez, 3, 4, 5, peu importe, on s'en fout. Moi j'ai connu une période où j'avais deux jumelles à la maison. J'aimais vous dire qu'à ce moment-là, le match descendait plus souvent que maintenant. Et demain, on voit peut-être après-demain quand même. Et on aura besoin, vous et moi, peut-être on sera dans la situation des personnes âgées qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il faut qu'on ait un volant pour exercer une solidarité territoriale. Parce que sinon, ça veut dire qu'à un moment de notre vie, ça peut être un choix aussi, à un moment de notre vie, on va payer très peu, 20 €. Et moi, je vous assure que quand j'avais mes 2 jumelles en bas âge avec des couches, la facture n'aurait pas été de 20 €, beaucoup moins. Et les personnes âgées qui vont plusieurs fois par semaine aujourd'hui, voilà. Il faut qu'on trouve un moyen qui s'équilibre et où on atteint un volant pour une solidarité territoriale. C'est
c'est pas compatible avec l'incitatif en fait. Si, parce qu'on parle pour une partie, on est sur une frange de la population. Mais il faut qu'on ait un volant financier pour le faire. L'incitatif et la solidarité, c'est incompatible. Et on essaye de trouver un mix. Alors, où est-ce que le micro... Nicolas. Nicolas Auvent, maire de Cromac. Et il parle bien dans le micro, Nicolas. Je tiens à préciser à l'Assemblée que je suis contre la mise en place de ces points d'apport volontaires. Je suis un grand défenseur du service public que vous allez détruire. Monsieur Jean-François Perrin, président de la communauté de communes, nous a même accusé lors du dernier conseil d'être à l'origine de la mise en place des points d'apport volontaires. Car nous avons voté contre. Et si nous avons voté contre, c'est bien que nous ne voulons pas voir apparaître sur notre territoire. Car malgré ce qui a été dit à de nombreuses réunions, dans les commissions, nous avons été force de proposition qui n'a pas été écoutée. Vous en avez organisé beaucoup, des réunions publiques, avec des contre-vérités, des contradictions, des réponses approximatives, voire même pas de réponse du tout. Vous avez présenté une grille tarifaire qui n'est pas votée à ce jour par le Conseil communautaire et dont on ne connaît pas l'issue du vote. Les nouveaux conteneurs installés devaient tous avoir un écran, ce qui nous permettait de suivre le nombre d'ouvertures effectuées et celles restantes. Vous nous avez déclaré à Jouac lundi dernier que ce ne sera plus le cas, un moyen efficace pour ne plus avoir aucune visibilité au risque de voir sa facture exploser par les utilisateurs. Mais rebondissement ce matin à la réunion qui a eu lieu au Dora, ça serait à l'étude et ça serait donc possible. Vous nous avez dit que le coût serait moins élevé, ce qui est absolument faux, et je vais prendre qu'un seul chiffre, mais il est valable pour tous les autres. Un foyer aujourd'hui, avec 52 passages, pour une personne seule et sans valide, coûte 175 €, soit 3,36 €. Demain, ce sera 8,10 €, donc bien plus cher, sans compter que ce sera aux administrés de se rendre au point d'apport volontaire. Vous nous avez parlé énormément de tri et encore de tri. Or, la compétence de l'HLM, c'est la collecte et non le tri. Et ce n'est pas en supprimant la collecte en porte-à-porte que vous allez améliorer le tri, bien au contraire. Vous nous avez évoqué des cas particuliers pour les familles nombreuses, des administrés isolés, sans moyens de locomotion, des personnes âgées, avec des protections et autres qui génèrent beaucoup de volume. Votre réponse était « on verra, on fera du cas par cas ». Je vous rappelle que nous sommes presque 22 000 sur la communauté de communes, soit environ 14 000 foyers sur l'ensemble du territoire. Et vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire de discrimination pour nos usagers. Ils doivent tous être traités de façon identique. Vous comptez sur les aides à domicile pour assumer la compétence de l'HLM. Pour moi, c'est indigne et irrespectueux de leur profession. Et une double peine pour ceux qui les emploient. Car le temps passé à assumer la compétence de l'HLM, les employés ne seront pas au service de leurs employeurs qui les payent déjà. Vous avez déclaré qu'avec les personnes avec des problématiques de santé, elles devraient se justifier auprès des mairies ou de la communauté de communes. Vous touchez même à la dignité de toutes ces personnes malades et fragiles. Avec ce système, qui est une vraie régression, nous avons déjà des incivilités. Demain, elles vont augmenter de façon exponentielle. Nous revenons 40 ans en arrière, quand les camions poubelles ne passaient pas. N'attendons pas un an pour réagir, car l'avenir nous donnera raison. Et oui, effectivement, le point d'apport volontaire en milieu urbain peut fonctionner, et encore, j'en suis pas convaincu, mais pas en milieu rural. Ça ne marchera pas. Vous nous avez parlé d'une brigade verte. Les agents actuels seront donc assermentés pour nettoyer et verbaliser les incivilités. Cependant, il me semble, et vous êtes bien mieux renseignés et placés que moi, car je crois qu'ils ont tous refusé ce poste. Ce qui veut dire qu'il va falloir les réaffecter
à d'autres postes et rembaucher d'autres personnes pour faire le job. Vous nous avez parlé également du nettoyage autour des écopoints, que celui-ci serait à la charge des communes, moyennant une convention. Pourtant, à la réunion de Jouac lundi dernier, vous avez confirmé que ce sera bien la brigade verte qui en sera en charge, et je rajoute même que lors de la commission du 28 novembre 2023 qui a eu lieu à Blanzac, la conclusion de la commission dont vous faisiez partie est la suivante, et je la cite. Au vu des éléments présentés, la commission est favorable à la présentation de la collecte. Le service de gestion des ordures ménagères évoluera vers la création d'une brigade verte permettant le nettoyage autour des points d'apport volontaires, la formation en interne de maîtres composteurs, ainsi qu'un ambassadeur de tri, mais également le recrutement d'un responsable de service. Fin de citation. Vous nous avez parlé dans certaines réunions d'une orientation du CIDED, avec une feuille de route visant en 2035 à tous passer au point d'apport volontaire. Là encore, c'est faux. J'ai en ma possession un mail de M. Philippe Barry, président de l'Association des maires de la Haute-Vienne, vice-président au CIDED, qui me confirme qu'il ne s'agit que d'une réflexion de bureau d'études, mais sans aucune validation politique. Vous avez même exclu tous les professionnels du territoire, en les renvoyant vers des entreprises privées qui vont avoir un impact financier énorme, car les coûts des collectes vont être multipliés par 4 ou 5, au vu des devis proposés par les entreprises privées pour les artisans, commerçants, TPE, PME de notre territoire, mais sans oublier la CFE, cotisation foncière des entreprises, qui va augmenter de façon exponentielle en 2025, mais ça c'est un autre sujet et nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Le conseil municipal de Cromac a pris une délibération contre les points d'apport volontaires, votée à l'unanimité à bulletin secret. Mais de plus, a également approuvé la motion déposée par le collectif contre les points d'apport volontaires. Collectif qui a recueilli un grand nombre de signatures que je soutiens et je défends. Et je rajoute que majoritairement, après consultation de nos administrés, les habitants de Cromac sont contre cette réforme. Enfin, pour terminer, je tiens cependant, messieurs, à vous saluer et à saluer votre courage et votre détermination, car c'est très courageux de votre part et je tenais à vous le dire. Car oui, vous avez défendu vaillamment et envers et contre tous ce projet, malgré que vous n'avez pas réussi à convaincre. Je demande donc une nouvelle fois un moratoire, de nous remettre tous autour de la table, de rediscuter, de repenser dans sa globalité ce projet fou qui ne fonctionnera pas et d'organiser un référendum citoyen. Il y a 4 pages de questions là, Nicolas. Il y a 4 pages de questions. Donc que tu ne sois pas convaincu par les réponses qu'on apporte ou par les propositions qu'on fait, ça je peux le comprendre. Dire que sur tous les points que tu as évoqués, c'est ceux qui sont à peu près évoqués à chaque réunion, tu as raison. Voilà, on a répondu, on fait des propositions concrètes. Certaines qui concernent les communes, on n'a pas délégué, on ne se décharge pas, ça sera sur la base du volontariat. Tu fais écho de positions d'agents qui seront prises en CS, et je crois qu'il y en a un début juin. Bravo, Victor! Ah, ça nous arrange! C'est comme la sécurité compagnie, t'as beau cul. Comme quoi, tu vois? Même la mécanique est contre toi. Ah, bah, je vous le rends, monsieur, tout le monde c'est sur la base du volontariat, pour le partenariat avec les communes. Effectivement, il y a des discussions et des négociations qui sont pour avec les associations. Voilà, il y a des gens qui seront à l'heure, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur les positions
formation des élus, alors moi j'y connais pas grand-chose dans la fonction publique, j'ai simplement compris que ce genre, de décisions se discutaient, et sauf erreur de ma part, ce ne sont pas des réunions publiques, se réunissent, se discutent en CST, et donc il y en a un début juin. Voilà, donc on ne manquera pas de vous informer, et à aucun moment il a été prévu d'embaucher des personnes, comme tu sembles le faire croire, à la place de ceux qui ne voudraient pas. Non. Et effectivement, le résultat de la commission que tu évoques, il a été cité le fait d'embaucher une chef de service qui s'appelle Edwin Perrou, que vous avez déjà rencontré, parce qu'un service de cette taille-là, ça ne se pilote pas en claquant des doigts, effectivement, malheureusement. Voilà, donc toutes les questions que tu poses, elles ne sont pas nouvelles. On a déjà répondu plusieurs fois. Donc tu as fait un beau plaidoyer avec après quelques libertés par rapport à la réalité ou les réponses qu'on a faites, mais c'est le jeu, je t'en veux pas. Alors monsieur, vous avez retrouvé un micro. Oui, il fonctionne en plus. Donc vous avez fait plein de réunions et aucune n'a été positive à vos doléances, enfin ce que je vous ai annoncé là. Mais vous, en tant que puissance et gloire, vous ne remettez pas en question. Et je trouve quand même c'est désolant. Alors, c'est la dernière ce soir, oui. Alors, moi j'en ai loupé 2, et Jacques a dû en louper 2, donc on doit être égalité. Le président, il en a fait 4, madame. Il en a fait 4, et comme à peu près les autres vice-présidents et les autres membres du bureau. Donc, on a fait des réunions, effectivement, qui ont été plus apaisées que d'autres, ça c'est évident. Moi, je ne sais pas faire la démocratie à l'applaudimètre ou au décibel. Je ne sais pas faire. C'est pas parce que sur une réunion, une salle d'une centaine de personnes, il y en a une quinzaine ou une vingtaine qui se manifestent que les autres sont forcément contre. On sait très bien, et Nicolas l'a remarqué, que c'est pas une décision facile à porter, facile à faire partager, parce que tout changement est source d'inquiétude, on le sait très bien. C'est pour ça qu'on a fait ce grand nombre de réunions. Après, il n'en demeure pas moins. Non, moi je ne serais pas aussi catégorique que vous. Ça suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, comme tous les changements. On est là pour apporter des éléments factuels et des choses concrètes. Voilà, on a fait des réponses qui sont très concrètes, qu'on appliquera dès le 1er septembre. Voilà, on a allongé la période test pour que les gens ne se sentent pas priés, le temps d'appréhender le fonctionnement des nouveaux PAV, et plein de choses comme ça. On est en discussion avec les professionnels qui ont bien compris le problème, parce que ce sont des gens raisonnables, ils ont bien compris le problème. Voilà. Donc on fait le maximum et on continuera à partager avec la population, avec les professionnels, avec les associations et avec tout le monde. Et on continuera à partager avec vous autant qu'il le faudra. Ah non monsieur, j'ai pas dit ça du tout. Alors le micro, où est le micro? Michel, un micro? Oui. Michel Rousseau, je suis élu communautaire suppléant sur ma petite commune de Dompierre-les-Églises. Et donc, comme mon collègue de Cromac, nous avons voté en réunion de conseil municipal très récemment. Nous sommes contre, voilà, et tous contre, à l'unanimité. On n'a même pas eu besoin de faire un vote à bulletin secret, parce qu'au moins, nous, on communique, contrairement à ce qui se passe un peu sur la Comcom. Et je voudrais rajouter, la semaine dernière, j'ai vécu une réunion mercredi après-midi. C'était un séminaire des élus. Ce sont des grands mots, mais enfin bon. Donc je suis allé à ce séminaire des élus pour représenter la commune. Et le thème de cette réunion était les retombées des énergies renouvelables sur la Comcom. Donc il y a un bureau d'études qui a œuvré, encore un, voilà, et qui nous a, je vous raccourcis, hein. Bon, c'est pas le sujet d'être pour ou contre les énergies renouvelables. Sauf que nous allons passer d'une Comcom pauvre à une Comcom riche, grâce aux énergies renouvelables. Et ça vous pouvez être sûr que ça va être ça. Et on va passer à une capacité d'investissement de 4 500 000 euros
sur la Comcom à très très court terme. Donc, je demande aujourd'hui, et je sais ce que tu vas me répondre, que le budget c'est un budget annexe, qu'il faut l'équilibrer, nanana. Ça je le sais. Et ne me dis pas que j'ai raison, parce que je le sais. Tu vas me dire ça. D'accord? Mais ce que je voudrais, c'est que toute cette qui tombe d'énergie renouvelable, que ce soit des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, sur le territoire, nous allons, enfin tout le monde va subir ça, quoi, en fait. Hein, voilà, c'est une conséquence mais il va y avoir de l'argent qui va retomber sur le territoire, et il serait beaucoup plus intelligent de redistribuer cet argent à tout le monde, et que tout le monde puisse en bénéficier. Mais ça, c'est peut-être trop demandé, je ne sais pas. Et les poubelles, c'est le dernier service public que l'on avait qui touchait tout le monde. Et là, l'aubaine, elle est là pour financer, aider les gens à garder un service porte-à-porte avec une poubelle grise et une poubelle jaune, avec 2 ramassages tous les 15 jours, tout simplement. Et là, vous allez contenter tout le monde. Forcément, vous allez contenter tout le monde. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être pas votre problème. Je pense que c'est sûrement pas votre problème. Voilà, je ne sais pas. Il y a des élections l'année prochaine. Je ne sais pas, moi, les élections m'importent peu. Moi, élu, pas élu, j'ai du travail. Rassure-toi. Donc voilà. Donc j'aimerais bien, et je suis complètement d'accord, le bilan qu'a fait Nicolas au vent, c'est exactement ça. Tout ce que vous nous avez raconté, c'est la 8e réunion que je fais moi ce soir. La 8e réunion, 100% de la salle est contre. Et ça, tu ne peux pas dire le contraire. Soit j'ai pas de chance et je tombe sur les réunions où tout le monde est contre, mais je ne pense pas. Je ne sais pas combien il y en a eu, combien de réunions? 29. Bon, j'en ai fait 8. J'en ai fait que 8. Mais bon, vous ne pouvez pas mettre ça en place. C'est pas possible de mettre ça en place. Je suis d'accord. Il faut qu'on en rediscute en conseil communautaire et essayer d'utiliser cet argent qui va nous tomber du ciel. Et vous savez, il y a aussi également le problème lors de la fusion des Comcom. Je ne sais pas si les gens savent, mais je dis-le. Le million d'euros qui a été siphonné dans le budget général de la Comcom, alors que ce million d'euros venait du syndicat du SMICTOM de Magnac-Laval. Magnac-Laval le donnera à Saint-Sulpice. Donc c'était notre argent. C'était l'argent des contribuables qui ont payé les poubelles. Il est rentré dans le budget général et adieu le million d'euros. Pourquoi dans un sens et pourquoi pas dans l'autre? Hein? Pourquoi? Ne me dis pas que j'ai raison. Non, je voulais simplement demander si tu avais terminé, c'est tout. Bon, mais je pourrais en dire d'autres, mais peut-être d'autres personnes qui veulent la parole. Moi, c'était qu'une constatation. Et moi, je demande, si vous êtes tous courageux, les élus, tous courageux dans vos communes, eh bien faites comme nous, faites voter vos conseillers, faites-le voter à bulletin secret, et soyez courageux. Fais-le, Gilles, dans ta commune, si t'es courageux. Alors. Moi j'ai aussi un petit truc à rajouter, s'il vous plaît, là, c'est que là, nous, on est là, c'est bien. Il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant qu'ils n'auront plus de ramassage à partir du 1er septembre. Ils n'ont jamais rien reçu dans leur boîte à lettres, pour quoi que ce soit. Donc si on ramène tous ces gens-là, il y a quand même du monde contre vous. Je ne comprends pas que vous n'arriviez pas à réagir un petit peu pour voir un petit peu. Enfin, je sais pas. Bien. Je peux? Eh bien, je sais pas. Peut-être que je réponds. Allez, je peux. Allez-y alors. Je peux, monsieur Briand? Allez-y, je voulais répondre à Michel et à madame. Allez-y alors, allez-y. Non, les choix d'utilisation des futures ressources
Il y a qu'une expression que je ne partage pas, Michel, c'est elle ne tombe pas du ciel, on a été les chercher, tous collectivement. On a été les chercher, oui, moi aussi. Moi aussi, je crois aussi que je peux t'en parler. On a été les chercher collectivement, mais après, ce seront les élus qui seront en place qui décideront de l'utilisation. Voilà. Et je partage le fait qu'il faudra imaginer des systèmes, imaginer des systèmes où ça puisse bénéficier au plus grand nombre. La forme, moi j'ai pas d'a priori, mais sur le constat, oui. Au bémol près quand même, que je pense qu'il serait plus opportun de l'utiliser pour financer de l'investissement plutôt que de l'utiliser pour financer du fonctionnement. C'est le seul bémol que je mettrais. Et après, toutes les bonnes idées sont à étudier. Toutes les bonnes idées tant mieux. On va pouvoir faire une piscine beaucoup plus grande alors. C'est ça ton sentiment? On va pouvoir faire une piscine beaucoup plus grande avec Voilà, on l'a bien compris, Les investissements qui sont faits, si une fera 50 mètres, elle fera 70 mètres. Ce sont ceux qui seront financés, ce sont ceux qui seront décidés par les élus. Les investissements qui seront faits, c'est ceux qui seront décidés par les élus, comme à chaque fois. Bien, alors. À qui ça a coûté l'installation des éoliennes, s'il te plaît? À qui ça a coûté l'installation des éoliennes? Ça a coûté de l'investissement aux élus qui ont porté les dossiers. Et je t'assure que voilà, c'est tout. Donc ils ont juste fait leur boulot. Oui, si tu veux, c'est vrai. Ils sont payés pour. C'est vrai, mais promène-toi un petit peu. On parle beaucoup des territoires voisins. On parle beaucoup des territoires voisins et regarde des projets de territoire qui ont cette démarche-là sur les énergies renouvelables et on fait une réunion pour en parler, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas des dossiers faciles à porter non plus. On va te mettre une médaille, mais remets-nous les passages tous les 15 jours. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de les médailles. Allez-y, monsieur. Bien. Alors, comme l'autre jour, je vais commencer par les propos de Apollon. Et encore une fois, Monsieur Perrin, président de la communauté de communes, sur 29 réunions, il n'en a fait qu'une, c'était à Blon, c'était chez lui, mais il en a fait 4, et pourquoi il est venu sur notre territoire? Il en a fait 4. Eh bien, il n'a jamais pris la parole, personne ne connaît le son de sa voix. Il a intervenu à Magnac, oui, enfin, allez. Il a intervenu à Cieux, c'est bon. C'est bon. Alors, j'ai une... Pour la commune de Jouac, apparemment, le conseil municipal de Jouac, je ne suis pas élu, mais le conseil municipal a pris une délibération aussi, à l'unanimité, ils sont contre la PAV. Je voulais le signaler quand même au passage. Donc ça continue, ça va monter crescendo. Hein. Moi, j'ai une petite question sur votre budget au niveau du CIDED. Vous marquez CIDED, transfert et traitement des ordures ménagères, 710 000 €. Et dessous, tu marques le fonctionnement des déchetteries et le coût Péréqué, 1 230 000 €. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai pas fini. Le collectif, j'ai pas fini. J'ai juste une autre petite chose. C'est une question précise, il vaut peut-être mieux qu'on réponde question par question. Non, mais je vais finir. Comme vous voulez. Alors, le collectif, il y a eu un collectif de créé pour contrer la PAV, et on a appris dernièrement qu'il y a une élue communautaire, maire d'une commune, qui se permet d'enlever, de déchirer les pétitions qui sont mises dans les commerces. Les gens ont le droit de s'exprimer, ont le droit de signer ces pétitions. Donc cette élue, c'est pas très sympathique de sa part, et personne ne pensait que cette femme était capable, on ne peut pas la nommer, une femme, était capable de faire ça. C'est lamentable. J'espère que vous allez le dire. Alors la démocratie, qui est bien représentée, c'est très bien, c'est formidable. J'espère que l'année prochaine, ces électeurs s'en souviendront, c'est tout. Maintenant, vous vouliez passer la parole à madame pour répondre à ma question. Sur le CIDED. À votre question, on paye 165 € la tonne, donc 770 000 €. On est d'accord. Et ensuite, pour la partie, donc il y a la partie Péréqué, c'est donc 45 € par habitant.
plus 250 000 euros en fait pour la gestion alors, de technique, mais enfin, le coup Péréqué, il traite des écopoints et de la récupération en bas des déchetteries. C'est-à-dire qu'on considère que c'est encore du traitement. Donc ça, c'est dans le coup Péréqué. Et après, il y a une deuxième partie qui est équivalente à peu près à 250 000 euros qui traite les hauts de quai, c'est-à-dire la gestion du personnel qui vous accueille en déchetterie, les fluides, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, sur un budget de 3,7 millions, on a 2 millions qui sont reversés au CIDED. Vous avez dit 150 000 sur le personnel en haut de quai. Donc comme maintenant ça diminue de moitié les horaires, ça va diminuer. Pour répondre à votre question, les déchetteries, je comprends votre question, hein. Les déchetteries en fait sont gérées par le syndicat et donc c'est eux qui proposent les horaires d'ouverture et qui gèrent cette partie-là. Vous n'avez pas renégocié puisque le service est moindre. Non. Alors, madame, non. Il faut pas tout mettre sur le dos du CIDED non plus. Le CIDED, comme vous pouvez le constater, le CIDED nous appelle des grosses factures et le CIDED fait aussi attention à ses dépenses parce que de temps en temps, on le secoue. De temps en temps, on le secoue parce qu'on se plaint de ces grosses factures. Le CIDED, en fonction des tonnages qui sont récoltés, des tonnages qui sont récoltés sur les déchetteries, ajuste. Le CIDED ajuste ses horaires d'ouverture et ses amplitudes d'ouverture. Parce que d'un point de vue technique, je comprends votre frustration, mais je vous donne l'explication technique. Moi, ce que je comprends, c'est que quand le CIDED augmente, vous ne pouvez rien dire. Quand ils réduisent le service, vous ne pouvez pas négocier un peu pour payer moins. On n'a plus la main. On n'a plus la main. On n'a plus la main. Bientôt, vous n'aurez plus la main sur rien, monsieur Reynaud. Bonjour, Sandrine du collectif, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc aujourd'hui, on a un petit courrier à vous remettre, mais je vais vous le lire avant. Donc, remis en main propre ce jour, devant les personnes présentes. Monsieur le Président Jean-François Perrin, Monsieur le Vice-président Jacques de la Salle, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission ordures ménagères. Donc, nous sommes le collectif contre l'épave en Haut-Limousin, projet qui a été créé donc, par le vote de la délibération numéro 2023-070, le 3 avril 2023. Donc, après 1116 membres, 6964 signatures, nous parviendrons d'ici peu à 8500 pour représenter la moitié des électeurs sur la communauté de communes. Auquel cas, nous pourrions arriver à un référendum citoyen. Donc, je vous incite quand même à continuer les pétitions. On va en faire un au Radour peut-être. Mais partout. Il y en a une en place au bistrot. J'espère que tu l'as signé. Il y en a une en place au bistrot. Et ce, depuis seulement donc, le 24 mars. Nous faisons suite aux 29 dates de celle-ci. Un courrier en accusé-réception dont vous n'avez pas donné suite en date du 20 mai 2025. Oui. Une lettre ouverte au maire et proposition de motion contre la suppression de la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et le passage au point d'apport volontaire envoyé par mail en date du 22 mai 2025. Donc, j'avais mis 4, mais on en est à la 5e mairie donc, qui a voté pour nous, dont Val d'Issoire qui avait voté donc, pour les PAV à la base. Preuve que ce passage en conseil municipal, ça marche mieux. Plusieurs recherches du collectif contre le PAV à ce jour nous informent sur plusieurs sujets non informés à la population de votre territoire. Nous vous sollicitons à ce titre un rendez-vous en tant que représentant du collectif contre les PAV du Haut-Limousin, et ce, avant le 10 juin, 17h, date à laquelle vous avez invité les maires à un séminaire au sujet de la collecte des déchets.
Veuillez agréer Monsieur le Président, Jean-François Perrin, Monsieur le Vice-président, Jacques Delassalle, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission ordures ménagères, dans l'attente de votre réponse, cordialement, le collectif contre les PAV au Limousin. Je vous la remets ce soir. Demain, elle part en accusé-réception. D'accord. C'est noté, on a déjà reçu en décembre, je crois, alors 2 associations, honnêtement j'ai perdu le nom. Une qui est plutôt basée sur un Bazac et une autre qui était plutôt composée de personnes de Saint-Sulpice, je crois. Mais voilà, excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu. Et donc on vous recevra, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pourquoi on n'a pas de réponse à la première? Alors, sur les chiffres, vous demandiez des chiffres, on vous a indiqué qu'ils étaient sur les plateformes en libre service, sur OpenBee. L'étude a été présentée, c'est ce qu'expliquait Michel tout à l'heure en séminaire des élus, donc elle a été envoyée dans les mairies. Donc c'est pas difficile de la trouver. Et vos communes et les communes qui votent contre l'ont. Donc c'est pas difficile. Donc vous pouvez nous la remettre. C'est pas difficile. C'est des documents qui sont publics à partir du moment où ils ont été présentés. Donc la théorie du complot, ça marche pas. Et on vous a indiqué où aller les chercher. On peut pas faire mieux. Ça c'est comme les PAV, c'est à nous de le faire. Bah, et pour le coup, un petit peu quand même, oui. Trop facile de toujours reporter sur les communes. Alors, non, je dis simplement que les documents, ce ne sont pas des documents secrets, qu'ils ont été transmis à cette présentation, comme tous les documents, à l'ensemble des communes, qu'elles ont voté pour, qu'elles aient voté pour, qu'elles aient voté... Pardon ? On dit que vous êtes courageux, moi je dis que vous n'êtes pas courageux. Non. Alors soit vous êtes à Pantin, qu'on remonte, et vous racontez toujours la même chose, vous n'avez que du mépris pour nous, j'ai jamais vu ça. À mon âge, j'ai assisté à X réunions publiques, j'ai jamais vu ça. J'ai toujours assisté à des réunions publiques pour qu'on me demandait mon avis et ça se faisait ou ça se faisait pas. C'est inadmissible. Voilà. Vous avez une attitude arrogante et vous méprisez les gens. Moi, j'en peux plus de vous voir. Vous voyez, je ne suis pas intervenue ce soir. Je ne suis pas intervenue parce que je savais bien que tout le monde allait poser les mêmes questions. Mais il y en a marre de mépriser les gens comme ça. Vous êtes un élu, monsieur. Et un élu, pourquoi? Être élu, c'est comme un don de soi quelque part. Vous voyez? On agit pour ses concitoyens. Pas comme vous. Moi, je dis que vous n'êtes pas courageux. Voilà. Et M. Perrin non plus. Moi, je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Aujourd'hui, il devait être là. Et M. Delassalle, je vais faire un jeu de mots, lui, il ne regarde même pas la salle. C'est inadmissible non plus. Voilà. Excusez-moi, vous m'avez jamais mis en colère, mais c'est la première fois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, madame, elle veut poser une question. Alors, moi maintenant, en tant que professionnel, à moi maintenant, en tant que professionnel, on nous oublie pour les poubelles. Ah, je crois que je vous ai vu ce matin, non? Ah, ouais. Mais là, on me parle de TFE. C'est quoi cette TFE là, d'un seul coup? La CFE, c'est une contribution qu'on vote tous les ans au Conseil communautaire. Oui, effectivement. Oui. Et dans les leviers fiscaux qui sont à disposition des collectivités, notamment les communautés de communes, il y a la CFE. Et dans le pacte fiscal et financier, c'est la démarche que vous expliquait Michel tout à l'heure, on a activé plusieurs leviers, celui de la CFE, celui du foncier non bâti, donc là, du coup, c'est plutôt évoqué tout à l'heure par un monsieur, je crois, les taxes sur la résidence secondaire. On a activé 3 leviers, effectivement. Nicolas, c'est quoi cette histoire de TFE cette année? Oui, mais combien d'augmentation pour les professionnels? À plus de 235% d'augmentation. Combien? 235%. Alors, non, j'ai plus le taux qu'on a voté et celui qui était avant, mais on ne parle pas de ces montants-là, parce que ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non, mais alors, c'est pareil, hein, ça c'est comme les études et les délibérations, vous les trouvez, c'est quelque chose qui est publié dès que ça a été voté. On les vote, Explosion des poubelles, explosion de la TFE. Augmentation de la CFE. Et je ne vois pas pourquoi vous parlez d'explosion des poubelles. Vous savez bien, ce matin on en a parlé. Non, on n'a pas dû entendre la même chose alors. Et là, madame, on est sur une réunion sur les ordures ménagères. On est une réunion sur les ordures ménagères.
Hein, on est bien d'accord. Ce sont des Donc moi, ordures si la ménagères. prélèvement, je la verserai à mon maire et non à la Comcom. Oui, je sais pas si vous ayez, je suis pas sûr que vous ayez le choix, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'il sera content. Il sera content. Oui, monsieur. J'ai une question à poser. J'ai un foyer de 2 personnes. Donc j'ai la possibilité de déposer 36 fois dans le point d'apport volontaire. Et si je dépose qu'un tiers, c'est-à-dire 12, est-ce que vous allez me baisser de 2 tiers la redevance, puisque je vous ai déposé finalement qu'un tiers, je n'ai pas à payer le reste. Sans ça, c'est une escroquerie. Absolument. Alors, vous pouvez me répondre là-dessus, et parce que c'est très intéressant. Je constate en fin de réunion que vous êtes toujours pour l'esclavagisme, c'est-à-dire le travail forcé, hein, puisque tout le monde est contre. Et je ne comprends pas que vous puissiez persister dans votre erreur. Et je suis persuadé que à la communauté de communes, vous vous apercevez que c'est une bévue, mais incroyable. Vous allez créer une hécatombe sanitaire sans précédent. Et vous en serez le responsable avec tous les dirigeants. Alors. Ils s'en foutent, il y en a la moitié qui ne seront pas élus l'année prochaine. Si vous utilisez un tiers de vos ouvertures, le jeune homme l'a évoqué tout à l'heure, si on voulait faire ce que vous dites, il faudrait faire un double système de facturation, on le redit. Avec votre redevance, vous payez 4 services en réponse sur la même facture. Donc de toute façon, il y a une partie qui est complètement décorrélée à court terme du nombre d'ouvertures que vous faites. L'incitatif effectivement, l'incitatif inversé ou l'incitatif dégressif, on appelle comme on veut. L'incitatif, il va nous permettre de nous récompenser. Effectivement, vous, aujourd'hui, si vous ne dépassez pas votre nombre d'ouvertures, on essaiera de mettre le plus bas possible pour que la facture soit la plus basse possible. Elle ne nous permet pas, l'incitatif, quel qu'il soit à la lever, à la peser, à ce que vous voulez, il ne nous permet pas de mettre en place ce que vous dites. Voilà. Et alors, c'est bien dommage qu'on n'ait pas un système. Est-ce que vous allez reporter sur l'année prochaine, ce que j'ai pas compris? Eh bien, on ne peut pas non plus, parce qu'on parce qu'on a des coûts, on le calibre sur les coûts qu'on a assumés sur une année. Ouais, c'est de l'escroquerie, quoi. oui, c'est de l'escroquerie. Écoutez, monsieur, il y a une autre question. Allez-y, monsieur Hérault. Oui, bonjour. Donc, André Hérault, la commune de Conchizou. Donc, bien sûr, qui sont contre donc, ce système. Et je voulais simplement intervenir. On a parlé du CIDED. Donc, on ressent que c'est pratiquement de la faute au CIDED, tout ça. Alors que le CIDED, nous sommes la communauté de communes administrateurs du CIDED. Le CIDED, donc syndicat départemental d'élimination des déchets, on est d'accord. Donc, le CIDED a le traitement, la compétence du traitement des déchets, ses éliminations. Nous, c'est la collecte, on est d'accord. Donc, maintenant, il semble que le prix, donc, il est terminé, il y a des votes, donc les communautés de communes donc, votent au conseil d'administration du CIDED. Donc, ce n'est pas le CIDED qui nous impose ça bizarrement. Et cependant, il faut quand même expliquer. Donc, dans le genre de décider d'un protocole, de décider d'une nouvelle mise en place, il y a quand même des erreurs qui arrivent. Et on peut ici, peu de gens savent que le CIDED, il y a quelques années, avait eu l'idée de construire un traitement mécano-biologique des déchets et qui a été construit sur le site d'Alvéole. C'était une catastrophe. Donc, c'était un processus qui n'a pas tenu ses promesses. Et en fin de compte, nous sommes devant une dette
de 15 millions d'euros que l'on paye actuellement. Voilà. Et là, c'est ça. Voilà. C'est donc, ça fait partie donc, des charges. Donc il n'y a pas que la TAG, toutes ces taxes-là, il y a aussi cette mauvaise gestion. Voilà. Et alors, on peut parler aussi, donc on parle du CIDED. Donc c'est bien un syndicat départemental. Donc nous sommes dans un département encore, bien qu'on veuille supprimer les départements, mais pour l'instant les départements existent encore. Donc normalement, dans un même territoire, on doit avoir donc une équité territoriale de traitement, à savoir que autour de nous, la communauté de communes de Élan a maintenu le porte-à-porte et en double container, c'est-à-dire container jaune et container gris. Voilà. Et ensuite, la commune de Gartempe-Saint-Pardoux a maintenu le porte-à-porte tout par quinzaine. Voilà. Et donc, normalement, nous devrons bénéficier d'une équité territoriale et à terme, je pense que le CIDED aura en charge la collecte, de même que le traitement. Et donc, on va se retrouver, nous, avec nos sacs à porter, donc à l'éco-point, etc. Voilà, merci. La question que je posais en aparté à Jacques, c'est combien on a de représentants au comité syndical du CIDED sur combien de postes? On a 4 postes sur 40 au CIDED. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc le CIDED, c'est pas une structure hors sol qui décide, mais elle est composée d'élus du territoire. Et nous, 3000 habitants, on a 4 sièges sur 40. Donc seul c'est pour vous dire qu'on est loin de faire une majorité. Voilà. Mais après, effectivement, il y a le phénomène alvéole qui pèse quelque part dans nos comptes. Mais les 15 millions, c'est le montant d'investissement. Donc on n'en est plus là maintenant parce que l'alvéole, ça date un peu, même si ça a moyennement marché, pour ne pas dire autre chose. Donc ça, effectivement, ça pèse dans les comptes de CIDED, donc ça se répercute sur les factures. Vous avez complètement raison, monsieur Hérault. Et ça, c'est, comment vous dire, le président actuel du CIDED, à sa décharge, il y est pour pas grand-chose. Et on ne se reporte pas, comme vous dites, sur le CIDED. Le CIDED, dans ses instances délibératives, fait ses propres choix, et nous faisons le nôtre dans nos prérogatives. Voilà. Alors, moi, j'avais une autre proposition, question, je ne sais pas. Pourquoi ne pas faire payer une part fixe, style abonnement, comme l'EDF, et après, on paye sa consommation, le nombre de sacs apportés. Moi, je ne suis pas pour apporter, mais payer le nombre de sacs pour inciter à trier, justement. Abonnement pour couvrir les frais de déchetterie, de la poubelle jaune et compagnie. Une charge fixe, comme un abonnement, ça ne s'appellerait certainement pas abonnement, mais enfin quelque chose à définir. Et après, on paye que ce qu'on consomme, que ce qu'on emmène. Ce monsieur qui amènera que ses 10 sacs, lui, dans l'année, il ne sera pas pénalisé. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est à peu près ce système-là qu'on propose, sauf que pour des raisons de solidarité. Non, mais attendez. Il y a une partie abonnement, donc c'est ce que vous appelez les frais fixes, madame, vous avez complètement raison, c'est grosso modo c'est ce qu'on paye aussi les coûts de structure, et après la part qui varie en fonction de la production, c'est corrélé à votre nombre, à votre possibilité et votre nombre d'ouvertures. Voilà, on ne peut pas aller plus dans le détail, et je le redis, à un moment de notre vie, ça peut paraître intéressant, ce système-là. Sur une vie entière, je ne suis pas sûr que tous individuellement on y gagne. On cagnotte à payer de façon un peu constante et pas complètement corrélée de ce qu'on produit réellement, je comprends ce que vous dites. On cagnotte un peu tout au long de la vie pour les périodes, pour les coups durs de la vie. Voilà, c'est le principe de solidarité qui s'exerce sur plein d'autres systèmes. Mais on peut pas, ce que vous dites, s'il y a des... J'entends, et ça ferait des gens qui seraient... plus avantagés, ça en ferait d'autres qui ne seraient pas contents du tout. Et il y a des gens qui subissent leur situation, on est bien conscient de ça aussi. Donc il faut de la solidarité, donc il faut un petit volant. Le micro est où maintenant? Je vais le prendre.
Monsieur. Je vais vous taquer. Ah, monsieur. Alors, monsieur Reynaud, j'étais à la réunion de ce matin. Enfin non, d'abord, je vous trouve très méprisant ou très idiot, mais je vous dirais plutôt méprisant, d'oser dire que sur 100 personnes, seulement 15 sont contre les PAVE. C'est pas... Non, j'ai parlé des Si, réunions. vous avez dit ça, je l'ai enregistré, je le repasserai. Non, j'ai parlé des réunions en général, monsieur. Oui, J'ai pas parlé de la réunion de ce soir. Mais non. J'ai parlé des réunions en général. Et en général, il y a 100% des personnes qui sont contre. En général, quelqu'un qui est pour, il fait pas ouh. Voilà. Eh bien, il n'y a pas 100% Voilà. des Ça, c'est mon premier dans point. la plupart des réunions. Ce matin, j'étais à la réunion de la Oui. machin. Il y avait donc le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie qui vous a dit qu'il n'avait reçu aucune communication de la Comcom. Oui. Oui. Et il n'est pas tout à fait... Attendez, vous allez avoir le meilleur. Vous allez avoir le meilleur. Il n'est pas tout à fait au courant de ce qui se passe dans Oui, la il boutique n'est pas au courant. et je vais l'appeler pour lui dire. Oui, Non, je confirme. Autant le président de la CMA a été apaisé et constructif. Et vous ne l'avez pas dit en face. Autant le président de la CMA a été constructif, apaisé et factuel, autant le directeur de la CCI n'a pas été. Pourquoi vous ne l'avez pas dit en face? Parce que au lieu de baisser la tête, parce que vous avez baissé la tête. Non, ça se vous fait avez pas. baissé la tête. Comportement comme Et ça, surtout, ça se fait deuxième pas. point. Ça se fait pas. Attendez le meilleur. Attendez le meilleur. Surtout, deuxième point, ce directeur a annoncé que c'était une utopie de mettre les PAV à partir du 1er septembre. Parce que rien n'était prévu pour les professionnels pour l'instant. Une utopie. Alors, ne me dites pas qu'il n'a pas dit. Le secrétaire de la députée a pris des notes, il va nous faire un compte rendu. Bien donc, sûr. vous aurez la preuve. Voilà, c'est tout. Ça, j'en doute pas. Sauf que M. Martin R, visiblement, c'est la première fois qu'il entendait parler du point d'apport volontaire ce matin, donc forcément. Ah, pas comme beaucoup de gens dans le Haut-Limousin. Je comprends qu'il n'ait pas des éléments et je trouve un petit peu risqué pour lui et un peu cavalier qu'il se permette de juger, sachant qu'il ne connaît pas ce qu'on met en place. Il faut lui dire en face. Il ne connaît pas ce qu'il faut lui dire en face, c'est facile. Pourquoi vous lui dites pas en face? Il l'a avoué lui-même puisqu'il a dit qu'il découvrait le dossier. Ce qui est lunaire. Hein, c'est lunaire. Non, c'est lunaire. Vous savez combien de gens Vous savez combien de gens dans le Haut-Limousin ne savent pas qu'il y a les PAV? Moi, il y a 2 mois, je ne savais pas. C'est possible. Mais c'est sûr. C'est possible, parce que non, mais moi je vous crois. Il n'y a eu aucune com. Depuis 2023, vous n'avez fait aucune com. Si. Non. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, moi, une com, c'est des prospectus, c'est des trucs dans les boîtes aux lettres. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est très difficile la communication. Non, on a fait des séances. On n'en a pas eu. On a fait des séances de distribution de composteurs collectifs, de constructeurs individuels, pardon, qui ont plutôt bien marché. Et donc c'est bien que l'information est diffusée un petit peu quand même. Peut-être pas suffisamment, j'en conviens. Voilà. Peut-être que sur certaines parties du territoire, ça n'a pas été assez relayé, ça on en convient aussi, il n'y a pas de souci. On a dit qu'on avait des carences dans la communication, on l'a dit à chaque réunion. Vous avez même dit que vous aviez été très mauvais. On a dit, mais je vous laisse employer les qualificatifs. Non, j'emploie pas les mots que je veux, c'est les mots que vous avez dit. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Voilà, donc on s'améliore sur la communication, mais ne dites pas qu'il ne s'est rien fait. Ne dites pas qu'il ne s'est rien fait depuis la délibération des choses qui ont été mises en place. Alors pourquoi personne n'est au courant? Non, ne dites pas non plus que personne n'est au courant. Il y a 2 mois, je n'étais pas au courant. Mais monsieur, c'est dommage, je partage. C'est dommage. C'est dommage quoi? C'est dommage. C'est dommage. Mais les communes se sont toujours emparées. Et pourquoi vous ne dites pas qu'à la base, il n'y avait pas de réunion prévue? Vous avez... Non. On en est à la 14e réunion. Tout a été mis en compte rendu. Il y a une réunion, vous avez avoué qu'il n'y avait pas de réunion prévue et vous avez décidé au dernier moment. Non, mais pas du tout. Mais vous êtes un menteur, et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous voulez. Mais c'est pas si je veux, c'est la vérité. Non, monsieur, mais je vous laisse la différence, menteur, vérité. Je vous laisse la responsabilité de vos paroles, il n'y a pas de souci. Je les assume, mais je pense que tout le monde pense la même chose. Non, mais il n'y a pas de souci, Un menteur et un beau parleur. On a prévu des réunions en nombre important, effectivement, on ne peut pas dire le contraire. 29 réunions pour 40 communes, c'est important. On ne regrette pas du tout de l'avoir fait, c'était intéressant de le faire. Et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde, des gens qui ont des vraies questions. Beaucoup de monde qui était pour. Des vraies interrogations, des vrais sujets, ça a permis de faire avancer les choses. Et je trouve que ces réunions étaient très intéressantes. On sait très bien, elles n'ont pas pour but de convaincre. Ce sont des réunions d'information. Ça c'est réussi, ça n'a pas convaincu. Ce sont des réunions d'information. Non, c'est des... On fait passer de l'information. On explique comment ça va être mis en œuvre. Non, vous n'expliquez pas. Vous l'imposez. Bon, et puis j'en reviens à M. Perrin. Notre cher président, M. Perrin de la Comcom, il a fait 4 réunions, dont 2 où il s'est simplement chauffé les sièges.
Même à Blon, il n'a même pas osé parler, Oui, dire qu'il était le maire. Monsieur Lajon l'a déjà dit. Ben oui, c'est son boulot. pour ceux qui n'auraient pas entendu. Il vous pique votre boulot. Hein. Non, je n'oublie pas, non. Il pique votre boulot. Moi, je n'oublie pas. Vous l'oubliez peut-être. Voilà. Bon, merci monsieur pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Madame Monroe, on vous écoute. On vous écoute. Alors, moi je voudrais parler des vœux 2025 de Monsieur le Président de la communauté de communes. Ces vœux 2025 ont parlé du territoire, ce que vous nous dites, très important le territoire. Mais moi je m'inquiète aussi pour nos petits commerçants parce qu'il dit qu'il veut aider les commerçants, que si, que là. Alors vous annoncez des augmentations de TFE, vous annoncez plein de choses comme ça. Vous dites à Michel Rousseau que il faut investir, il ne faut pas investir dans le fonctionnement, bien sûr, tout l'argent que vous allez toucher, mais vous augmentez quand même la CFE, vous privez les commerçants de ramassage, enfin bref, je ne sais pas comment les commerçants vont pouvoir venir sur le territoire. Hein. Ça va vite les dégoûter. On connaît déjà quelqu'un qui voulait ouvrir un magasin, elle va aller l'ouvrir ailleurs. Je vous le dis tout de suite. Et ça ne sera pas la première. Mais nos petits commerçants, c'est quand même très inquiétant. Et alors, vous augmentez tout ça, alors vous parlez d'investissement, oui c'est vrai, il y a votre piscine d'investissement, mais vous oubliez de dire quelque chose, monsieur Reynaud, c'est quand il y a de l'investissement, il y a du fonctionnement derrière. Et vous oubliez de dire ce que ça va coûter en fonctionnement de votre piscine. Tout ça pour qui? Il y a 43% de personnes âgées. C'est nos personnes âgées qui vont aller à la piscine de Bellac? Nordique en plus, la piscine, bien sûr. Hein? Alors, à qui elle va servir cette piscine? Mais là, les 700 000 € de frais de fonctionnement par an, ça ne vous dérange pas. De dépenses de déficit de fonctionnement par an, ça ne vous dérange pas du tout, ça. Hein? Mais s'il y a un petit peu de déficit sur le budget, alors vous allez me dire que le budget il doit s'équilibrer, blablabla. Rembourser 1 million d'euros déjà, peut-être qu'il s'équilibrera un petit peu mieux. Et si c'était peut-être un peu mieux géré, notamment pas 4 facturations par an déjà, je trouve que c'est beaucoup et je pense que c'est de la perte d'argent. Hein? Voilà. Et je pense que si votre budget était un peu mieux géré, on n'aurait pas ce problème-là. Et je suis désolée, mais les ordures ménagères, on répète, c'est un service public qui touche 100% de la population. Et s'il y avait quelque chose que vous devez garder, c'est ça. Mais ça, vous allez me dire, ouais, non, madame Momo, je sais ce que vous allez me dire, comme vous dites de toute façon tout le temps. Vous m'avez dit un jour que j'avais été très désagréable parce que je vous avais dit que le rôle d'un maire, c'était de défendre son service public et ses administrés, et que j'avais été exécrable. Mais moi, je vous trouve exécrable, que ce soit avec les gens. Moi, je ne dirais pas qu'il y a 100% de la population qui sont contre, mais il y a au moins 90%. Et on vous le prouvera par les pétitions, vous inquiétez pas. Voilà. Ça va encore se traduire par du mépris. Allez, madame, on vous écoute. C'est bizarre, vous ne répondez pas. Sur 700 000 €. Je reprends la parole très rapidement, comme j'ai déjà pris tout à l'heure, je ne vais vraiment pas être longue, c'était juste pour rebondir sur un sujet sur lequel j'ai un peu été interpellée tout à l'heure, sur la question de ce qui se fait au niveau national. Là, je voudrais quand même reposer quelques points là-dessus. Déjà, il y a une loi qui a été évoquée dans la présentation, qui a été réévoquée à nouveau, qui date de 2015, la loi NOTRe. Mais je voulais préciser que cette loi, elle n'impose pas les points d'abord communautaires. Donc il y a quand même ensuite au niveau des communes des décisions qui se jouent. Ensuite par contre effectivement il y a aussi des choses qui se jouent au niveau national, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi que Madame la députée elle veut aussi essayer d'agir au niveau national. Et nous ce qu'on dénonce c'est que depuis des années on a des politiques d'austérité qui font baisser les moyens pour les collectivités territoriales et ça se répercute sur plein de services publics et ça dégrade nos services publics. Et en fait, dans les zones rurales, notamment ici dans le nord de la Haute-Vienne, on est vraiment particulièrement délaissés. Ça, c'est l'autre point aussi, c'est qu'on a quand même un abandon dans nos politiques publiques des zones rurales, des campagnes. On a des politiques qui sont faites pour les villes. Et sur les points d'apport volontaires, c'est quand même vraiment une très bonne illustration, quoi. Ça a été dit. En fait, dans les villes, ça peut potentiellement fonctionner. Bon, si ça a été dit qu'on peut avoir aussi des réserves. Et s'il suffit d'aller d'une rue à l'autre, bon, bah, c'est quand même pas la même chose que de devoir prendre sa voiture, devoir se déplacer loin. Donc là aussi, c'est un vrai problème national de ne pas avoir des politiques qui sont adaptées en fait à nos territoires ruraux, quoi. Donc c'est aussi ça qu'on veut essayer de porter. Bon après, je l'évoquais, on va essayer de faire un travail législatif, de travailler du côté d'une proposition de loi. Bon, Madame Meunier, elle n'est pas dans la majorité à l'heure actuelle, elle n'est pas au gouvernement, donc quand on est dans cette situation, quand on est dans une députée d'opposition, malheureusement on n'a pas la main sur les textes qui sont étudiés à l'Assemblée nationale. Donc on peut écrire une proposition de loi, la déposer. Mais après, on ne peut pas choisir qu'elle soit étudiée. Donc, ce qui veut dire ensuite que c'est en fait le gouvernement qui a ce pouvoir-là. Il n'y a qu'un jour dans l'année où un groupe d'opposition peut présenter des textes, mais comme vous imaginez, il y en a beaucoup à présenter en général.
Mais donc, en tout cas, on va essayer quand même déjà de rédiger ce texte collectivement, si on me rappelle aussi toute l'expérience qu'il peut y avoir ici, vous pouvez avoir aussi. Et ensuite, de voir aussi avec les autres groupes parlementaires, parce que c'est un sujet, on pense, qu'il faut aussi rassembler, de voir pour être le plus nombreux possible à soutenir un texte sur le sujet, avec l'idée que ça garantisse que ça qu'il y ait une unification, une harmonisation sur le territoire, pour partout avoir un service public de qualité, qui soit accessible financièrement pour toute la population, et qu'on ne se retrouve pas comme ça avec des décisions qui ensuite dégradent, rendent plus difficile le quotidien pour plein de personnes. Voilà, merci. On aurait vraiment besoin d'un coup de main sur les normes sur les emballages, parce que c'est juste considérable la quantité d'emballage qui est produite et qu'on récupère, nous, du coup, à traiter derrière les foyers et par collectivités après. Donc les normes pour limiter les emballages sont extrêmement bienvenues pour tout le monde. Voilà. Il faut, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais vous avez raison, madame, vous avez complètement raison. Aujourd'hui, on suit. Alors ensuite, si on a... Complètement raison, mais alors si on a complètement raison, remettez tout à plat et on discute. S'il n'y a pas d'autres questions, et je crois qu'on est, les piles commencent à affaiblir, voilà. Donc on va, monsieur, allez, une dernière. Qui ne sait plus quoi dire. Voilà, je crois, monsieur, que j'aurais dû vous prêter mes appareils auditifs. Parce que je crois que vous n'avez rien entendu. Écoutez bien ce nom qui a été prononcé ici. Écoutez-le bien. Parce que vous ne l'entendrez plus. Non, il est étanche. Au revoir. Merci, monsieur. Je suis preneur pour les aides auditives. J'en aurais certainement besoin. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre participation et puis à bientôt pour les gens du collectif qu'on recevra dès que possible et puis à bientôt pour de nouvelles phases de communication. Merci à tous.